Hello, Bonsoir. bonjour à tous et à toutes. Ah oui, il est là. Bah super. Et bonsoir Zoé qui nous rejoint ce soir. Tu écris chez Tsunami, c'est Oui, ça ton entre activité du moment. Ma seule activité en réalité. Voilà, donc j'ai pas menti. C'est une passion. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez vu des beaux films? On n'a pas changé le sommaire d'ailleurs. C'est vrai. Donc, je vais me permettre de le faire pendant que... Je sais que vous deux, vous avez tous les deux un film dont vous vouliez parler. Peut-être avant de se lancer, déjà, on était en retard, donc pardon. Merci de tous vos messages de bonsoir. Et est-ce qu'on nous entend bien? Soyez intransigeants. Comme ça, la VOD ensuite est parfaite. Chrome. Okay. Voilà. Et ensuite, on essaiera de se décaler de toute façon, parce que je vois moins. Ok, très bien. Est-ce que tu veux nous parler du Shyamalan, Clément? Eh oui, bah écoutez, pendant que je me fais manger par le chat comme ça. Non, effectivement, est-ce que tu as bien coupé le son de l'abondance? Oui. Okay. Effectivement, parmi les films qui sont sortis ce mercredi, mais dont on ne va pas parler longuement ce soir, il y a Les Guetteurs de Ishana Night Shyamalan, qui est donc la fille de M. Night Shyamalan et sa réalisatrice de seconde équipe depuis Old. Elle a aussi réalisé des épisodes de The Servant, qui était la série dont Shyamalan était comment on dit, le showrunner. Et donc, nickel le son, parfait. Donc, je sais pas si vous avez vu ce film, donc une sorte de film d'horreur, donc qui est sorti ce mercredi. C'est la petite vanne que tu cherches. Ouais, ok. Et en gros, qui raconte, donc on suit une jeune femme d'une trentaine d'années qui est jouée par Dakota Fanning, qui se retrouve perdue en forêt et qui est recueillie par les 3 habitants d'une espèce de cabane mystérieuse, puisque toutes les nuits, les habitants de la cabane doivent se mettre face à une espèce de miroir sans teint et se laisser observer par des créatures maléfiques, mystérieuses, qui les regardent depuis l'extérieur, mais que eux n'ont jamais vu parce que sinon ils se seraient fait manger. Et en fait, la cabane est perdue au milieu des bois, donc il faut plus d'une journée pour sortir des bois, et donc ils sont un peu piégés a priori ici. Concept assez intéressant, un peu ce truc de... je trouve concept horrifique, être vu sans voir soi-même, cette espèce de regard à sens unique, je trouvais assez... en tout cas, moi, m'intriguait un petit peu dans ce film. Malheureusement, je trouve que le film est plutôt raté, mais notamment parce qu'il exploite assez peu cette idée-là, faute de multiplier un peu les pistes scénaristiques. Ça t'a énervé, là, je suis dégoûté. Les pistes scénaristiques, là, ça me... Et non, mais en fait, il y a un peu un truc où le film essaie d'empiler les couches. Enfin, il y a un peu... donc, il y a ces espèces de créatures. Ensuite, une question, alors sans trop spoiler les rebondissements, mais autour des doubles et des gens qui prennent l'apparence d'autres gens. Une histoire un peu mythologique qui se greffe là-dessus. Une histoire de savants fous. En fait, il y a tout un tas comme ça de... On sent que le film est une sorte de... vraiment de pur projet presque scénaristique, qui fait qu'il prend pas du tout le temps de creuser le concept ludique en fait qui est au cœur du film, alors que c'est un truc très Shyamalan compatible, quoi, on va dire, ce côté un peu une sorte de high concept comme ça, très intriguant, même Glass, qui est un film critiquable, mais sur cette question un peu du regard, etc., posé plutôt avec quelques désirs de mise en scène comme ça. On sentait que ça travaillait le film. Et là, malheureusement, il y a un peu l'idée que, à part 2-3 petits jumpscares que je trouve pas spécialement convaincants, il y a assez peu de choses qui alimentent en fait la mise en scène. En revanche, on a bien le temps de l'avoir essayé d'accompagner un scénario hyper laborieux, quoi. Et pour juste prendre un exemple un peu caractéristique, mais au début du film, donc le prétexte qui emmène cette jeune femme dans les bois, c'est qu'elle doit livrer un perroquet parce qu'elle travaille dans une animalerie. Okay. Très bon prétexte de scénariste pour justifier que le personnage parle à haute voix et expose tous ses troubles intérieurs à quelqu'un qui est dans la fiction le perroquet et en réalité nous les spectateurs. Et donc ça ne manque pas. Elle reçoit le perroquet, elle doit passer la nuit chez elle avant de partir le lendemain matin. Elle ramène le perroquet chez elle. Première chose qu'elle lui dit, c'est « Tu sais, il y a 15 ans, jour pour jour, ma mère est morte maintenant. » Et bon, là, on sent que le film est parti sur de mauvais rails. Et il y a ce truc hyper laborieux pendant tout le film qui en fait, n'est jamais le terreau d'une bonne séquence horrifique, quoi, vraiment de tension. Donc j'étais assez déçu par Les Guetteurs. Ok, et toi Juliette non, toi Zoé, tu vas nous parler de Juliette, mais de Juliette au printemps, je sais. Non, on m'appelle pas comme ça, déjà, il y a mon ex qui a trouvé une copine qui s'appelle Juliette. Hein. Ah bah voilà, c'est pour ça, tu vas te rabattre sur Juliette, mais au printemps. On s'est jamais vu avant ce soir. On se connaît bien sûr. Donc Juliette au printemps, je sais même pas de qui c'est.
Est-ce que tu... Blandine saurais nous rappeler Lenoir. Blandine Lenoir, ouais. Blandine Lenoir, ok. Merci de me sauver parce que j'ai juste dit que je ne savais C'était plus mon du tout les moment, noms de réels de enchaîne. tout le monde. Oui, donc moi j'ai trouvé, enfin je vais être beaucoup moins prolifique que Clément sur les guetteurs parce que bon, après c'est pas la même ampleur non plus, le même projet du tout, clairement pas. Mais bon, en gros, c'est l'histoire de Juliette qui est complètement dans le moral dans les chaussettes, va-t-on dire. Qui retourne un petit peu comme ça sur un coup de tête chez ses parents, enfin chez son N'hésite pas à père. tenir ton micro plus... Oui, peut-être. J'ai pas l'habitude du T'inquiète, micro. t'inquiète, Ouais, y a pas de c'est- souci. Donc oui, elle retourne chez son père. Enfin, en vrai, il y a toute sa famille qui est dans la ville où elle se retrouve et qui du coup va essayer de reprendre un peu pied. Donc c'est une dessinatrice adaptée d'une BD d'ailleurs. Donc là, du coup, le scénario adapte le fait que elle-même est une dessinatrice, D'accord. enfin une illustratrice pour livre d'enfants, pardon. Ok. Et donc elle se retrouve au milieu de sa famille, tous les plus fous les uns que les autres, globalement, chacun avec sa petite. Il y a du Jean-Pierre Daroussin, de la Noémie Ouais, Milovski et C'est tout. ça, tout ça. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans Je- cette maison familiale? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison familiale ? Bah, du coup, elle se retrouve face à une famille qui explose de nouveau, parce qu'elle a déjà explosé une première fois quand elle était plus jeune, évidemment. Ok. Et elle se rend compte qu'elle a complètement zappé un an de sa vie où elle a vécu chez sa grand-mère, parce que sa mère est partie, parce qu'elle a en fait perdu leur petit frère. Elle a oublié l'existence de ce petit frère. D'accord, donc on est vraiment sur un pitch familial, Voilà, familialesque. très sympathique. Mais de en truc vrai, psychanalytique, ok. sur un petit ton plutôt léger. Enfin, c'est pas mémoré, quoi, oui, globalement. Mais non, mais du coup, voilà, c'est un film assez touchant, mine de rien. Pour les gens qui ont des petits problèmes de dépression, moi, je trouve que c'est un bon moyen de se dire que bon, la lumière peut Peut advenir. surgir, voilà. Mm. Notamment par le dessin, si vous voulez dessiner un petit peu. Ok. Est-ce que tu avais Oh. vu c'est Annie Colère, son précédent Nicolas, film? ouais, je l'avais vu. C'était bien ou- Je vais pas détester, c'est pas des grands films à chaque fois, mais c'est des films où tu passes un bon moment Ok, et ok. le propos est assez subtil et intelligent. Est-ce que Voilà. tu sens qu'elle a potentiellement de quoi faire un grand film à un moment un peu plus tard dans sa carrière? Genre qu'il y a quelque chose qui se niche un peu dans ses... Alors dans j'en ce ai film vu pour que le 2, donc c'est un peu compliqué de Oui, juger oui. sur 2 films, mais C'est vrai, c'est un peu différent. voilà. Et puis c'était, ouais non, ça dit, c'est des films qui se rejoignent, mais en tout cas elle fait des personnages féminins plutôt intéressants. Ok. Ok. Voilà. Eh ben, on va rester pour le moment sur un petit film français un peu chillax, Eh oui, un petit on se peu mangeant de l'été, tranquillement. quoi. En fait, la Qui a été transition était tourné, travaillée. mais bien sûr, toujours. Tout est, Qui a tout été est écrit, en filmé fait. l'été dernier, donc bien sûr... Chez Catherine Breillat. C'est vrai ça? Non, mais... Non, Ah non, l'été ah, dernier. ouais. Non, c'est faux. Non, mais Vanessa moi j'ai les Derrière. dates, j'ai les datas. Donc oui, La Petite Vadrouille de Bruno Podalides, donc un des grands héritiers du burlesque français qui continue à faire des films depuis les débuts des années 2000, fin des années 90. Même, Entre je crois le- que ses premiers courts-métrages, ça doit être 92, Ah ouais. Versailles Rive Gauche, je crois. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'était bien ça. C'était bien. Et ouais. on en avait parlé un petit peu chez Microciné. Eh oui, pour, bien sûr, qu'on salue qui est dans le chat. Donc c'était Dieu seul me Dieu voit. seul me voit, bien sûr. Donc un de ses tout premiers films, et maintenant on parle donc de son dernier. Ça raconte quoi? C'est pas évident, enfin c'est pas si facile que ça à pitcher, c'est-à-dire que c'est un groupe de, pas de prolétaires, mais en tout cas d'une famille qui va pas super bien économiquement, qui aimerait bien pouvoir gratter un petit peu d'argent, et qui se retrouve avec la possibilité d'arnaquer, ou en tout cas de monter une sorte de faux voyage pour un riche patron, qui l'organise pour conquérir une des femmes de ce groupe d'amis, de cette sorte de famille, on sait jamais vraiment. Non, là tu viens de faire un gros spoil. Hein. Bon, Oh non, oui, ça- ça va assez vite. Ça Dis-le. va assez vite. Effectivement, Et donc c'est une sorte de faux voyage comme ça ils vont organiser. On va rester avec eux sur ce petit bateau, donc cette sorte de petit canal. Et au fur et à mesure, on va les voir essayer de jouer le jeu, d'éviter les quiproquos, de continuer à essayer de lui extorquer de plus en plus d'argent. Et comme ça va naître une sorte de petit bouillon un peu comme toujours chez Podalides, un peu de burlesque social, du burlesque un peu vivant, humain, de voir les rapports sociaux, les rapports à l'argent.
Toi, je crois que Clément, ça t'a plutôt plu. T'as écrit pour le film dans l'IB. Tout à fait, ouais. J'ai couvert le film pour Libération. Et ouais, ça m'a plutôt plu. Alors j'avoue que, donc, comme tu l'as dit, on s'était un peu intéressé à Podalides début de carrière. Mais j'ai pas vu ses films les plus récents, hormis celui-ci. Et donc la question pour moi, c'était un peu qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a changé. Ouais. Ce qui est assez beau, toujours, je trouve, c'est l'idée que finalement Podalides fait un peu des films de troupe. Hein, on reconnaît tous les acteurs qui étaient déjà autour de lui. Son frère déjà, Denis. Évidemment, son frère, Denis Podalides, qui lui-même joue aussi, très souvent le personnage principal. Et tous les autres dont les noms m'échappent. Non, mais enfin, en gros, tous les personnages qu'on voit ici, je crois qu'il y a Jean-Noël Broutet. Léa Drucker. Non, Sandrine Kiberlin. Je confonds les deux. Mais en gros, la plupart, on a l'habitude de les voir chez Podalides, et j'aime assez déjà ce côté. Un film, c'est aussi une aventure humaine d'une certaine façon, et il y a un côté un peu école buissonnière, je trouve, chez Podalides, même dans comme un avion où c'est lui qui partait comme ça un peu sur un coup de tête en canoë remonter une petite rivière. Là, on part sur ce fleuve, et c'est un peu le prétexte à finalement se déguiser, interpréter des rôles, puisqu'ils passent leur temps comme ça à se faire passer pour des gens pour pouvoir mentir à ce patron qui est joué par Daniel Auteuil. Et j'aime assez ce côté, finalement, comme de film en film, on interprète tout un tas de petites scénettes, et la troupe comme ça se recompose de séquence en séquence. Et donc je trouve qu'il y a un truc très... une sorte d'envie contagieuse de partir, quoi, d'aller découvrir un petit peu, de partir un petit peu à l'aventure entre amis, qui je trouve est assez contagieuse. Alors, ça tient pas tout le film, je trouve. Enfin, il y a des moments où ça s'affaisse un peu, où la comédie est un peu plus lourde, où il y a un peu plus des bons sentiments, etc. On sent que autant Podalides s'éclate avec la troupe de ses habitués, autant il y a certains autres rôles qu'il a beaucoup plus de mal à écrire. Je pense typiquement à ce groupe de jeunes qui croisent sur un autre bateau, qui sont une sorte de caricature de jeunes altermondialistes, etc. On sent que voilà, il y a un côté quand même un peu boomer chez Podalides, et je pense ses précédents films, même si je les ai pas vus, il y avait aussi un peu la question technologique qui commençait à poindre, pareil sous ce jour assez burlesque. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, on détaillera ensuite, mais le film est quand même plutôt réjouissant. Je sais pas si les gens dans le chat l'ont vu. Zoé, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite vadrouille ? Pour cette question de la troupe, justement, je trouve que même si il est un peu boomer par rapport à l'autre troupe, on va dire, qui se dessine d'altermondialisme, finalement, c'est quand même eux qui vont prendre le large et qui prennent finalement la succession de lui. Enfin, il y a quand même un espèce d'aveu de moi, je commence à être un peu bloqué dans ce canal-là, et c'est vrai, ouais. Et je vais pas aller plus loin, mais c'est pas grave, il y aura d'autres qui vont le faire à ma place, en fait. Donc c'est presque un peu un chant du cygne, d'une certaine manière. Boomer conscient. Boomer conscient, voilà. ça va être un super truc. Mais non, oui, moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est vraiment la question presque matérielle de la circulation de l'argent. Alors tu vas me dire, oui, je lis Marx, et du coup, je suis très dans la circulation de l'argent en ce moment, mais de fait, c'est quand même le point de départ du film. Je ne sais pas, mais bientôt. Oui, il faut que je vais y arriver. Nous, on parle comme ça, mais toi, tu dois parler comme ça. Donc... Ok, d'accord. Super, le signe. Je sais pas. Mais ouais. Donc du coup, la circulation de l'argent, où concrètement, ça circule, puisque il y a des échanges de billets, etc. Et finalement, au début, on peut se demander, mais quelle est la nature véritable de leur amitié, dans la mesure où tout le monde se doit de l'argent, et de manière complètement... presque cynique, et vraiment la fondation de leur amitié, on se demande à quoi elle tient, puisque tout le monde réclame l'argent sans faire de concession à personne en réalité. Et tout le monde se ment, tout le monde se cache des choses, etc. Ça. Notamment, ils touchent 12 000, 14 000, et ils veulent en donner que 7 000 à partager avec le reste, en cachant les 7 000. Voilà. Mais donc du coup, voilà, sur ce bateau, finalement, ils vont peut-être arriver à aller plus loin que ça, et retrouver des relations, par le jeu d'ailleurs, parce que tout le monde joue un rôle, des relations qui sont beaucoup plus intéressantes et circulatoires aussi, d'une certaine manière, puisque finalement il y a une espèce de troupe qui se dessine à la fin, tout ça. C'est vrai. Et sinon, l'autre point qui m'a intéressé, c'était un peu ma petite idée là-dessus, c'était cette mise en scène du canal, où en fait à chaque écluse ils vont changer de décor, littéralement ils vont poser un décor, des fois ils vont même réutiliser le décor d'avant, parce qu'il y avait ce fil de linge dur, c'était très drôle ça. Ou le chien maquette aussi, qui remettent à chaque fois le même. Et donc du coup ils mettent en scène des paysages, et il y avait un peu, ça m'a fait penser à cette attraction du fin 19e, début 20e, où on était dans des faux trains, et le projectionniste faisait défiler des paysages comme ça
pour donner la sensation de vitesse et de modernité de l'époque. Et du coup, là, il rejoue ça, mais à l'inverse, puisqu'en fait, le principe, c'est que le bateau est lent. Et que du coup, c'est plutôt, on va rechanger les vitesses, mais à l'inverse, on va plus expérimenter la rapidité, mais la lenteur, pour une fois. Et c'est ça qui va cristalliser justement la nouvelle manière d'appréhender les relations. Et en plus, dans le film, il y a aussi une idée qui est que en fait, les personnages donc, doivent organiser le voyage parfait pour la femme qui va accompagner Daniel Auteuil. On découvre qu'après qu'il se trouve que c'est Sandrine Kimberlin elle-même qui est censée recevoir ce voyage. Et donc, en fait, la troupe, on peut même l'appeler comme ça, qui se met en scène, etc., à la place de faire le voyage parfait pour Sandrine Kimberlin, ils le font pour nous, spectateurs, quoi. Ils essayent, en fait, de mettre en scène, comme Bruno Podalides, le trajet un peu le plus sympa. Vraiment, ça, oui, comme tu le dis, on revient à l'attraction, quoi. Vraiment, je sais plus le nom de l'attraction à Disneyland, qui comme ça aussi consiste, Jungle Cruise, je crois, à juste voguer sur un petit bateau, etc. On est un peu là-dedans. Moi, j'aime vraiment beaucoup le retour au burlesque, vraiment physique qu'il y a de temps en temps dans le film, notamment dans la séquence d'ouverture dont on parlait juste avant. Un plan génial. Une sorte de Metal Gear Solid, mais à la place d'un carton, on a une poubelle comme ça qui se déplace, qui s'arrête, qui commence à faire du pédalo. Plan très surprenant. Très, très bon. Et en fait, il revient à beaucoup de figures qu'on voit déjà avec des têtes qui sortent, qui arrivent dans le champ, des moments incongrus, ou qui font des mouvements identiques au même moment, un petit peu chorégraphiés, musicaux. D'autres certaines idées, comme le code QR qu'on voit de façon répétée dans le film pour récupérer de l'argent, comme tu le disais, avec le côté cynique. Mais c'est vrai que le film, quand même, reste dans une... Enfin, j'ai la sensation qu'il l'essaye pas non plus, ou en tout cas, s'il essaye de le faire, il échoue à saisir quelque chose du dynamisme entre la richesse, la pauvreté. Enfin, j'ai pas l'impression non plus que... Vous disiez en intro que vous aviez la sensation, enfin en intro, je veux dire avant qu'on filme l'émission, qu'il y avait une vraie dynamique de l'argent, des rapports de classe, etc. Moi, j'ai la sensation que c'est pas trop présent quand même. Il y a juste une forme de légèreté autour de ça que je ne reproche pas au film, mais j'y vois pas plus. Non, mais là où je te rejoins, c'est que effectivement, ça reste un film gentillet, c'est clair. Ça reste voilà, un esprit très bon enfant dans le film, mais je trouve quand même que, enfin, typiquement, tu vois, dans ce créneau de comédie grand public. Évidemment, la blague avec le titre La Petite Vadrouille, ça reste quand même un sorte de petit film qu'on fait entre amis et pas la grande comédie épique, mais il y a quand même l'idée de se dire on va faire de nos personnages principaux une population prolétaire, un peu déclassée, on pourrait dire, enfin classe moyenne. Mais un pas petit tant peu, que ça, parce qu'en réalité, on sait juste qu'il leur manque de l'argent, etc. Oui, mais ils n'ont pas l'air non plus au fin fond de la misère, etc. Quoi. Non, mais quand même. Kimberlin, typiquement. Non, elle, effectivement, mais c'est justement celle du groupe qui réussit le mieux. Mais typiquement, tu le disais tout à l'heure, mais toute l'introduction des personnages se fait par combien d'argent les uns doivent aux autres. Ça, donc il y a quand même l'idée que cette problématique économique, elle est au cœur de leur rapport. Et tu parlais tout à l'heure de cette idée de la vitesse, et ce qui est assez intéressant, c'est que précisément Daniel Auteuil, lui, veut absolument accélérer pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire séduire Kimberlin le plus vite possible, alors que Bruno Podalides et le reste de la troupe veulent gagner du temps pour monter leur mascarade, et parce que voilà, il y a des restrictions vis-à-vis des bateaux. Et autour de cette question de la vitesse, je trouve que le film réussit quand même des trucs intéressants, puisque finalement toute cette part de burlesque, je trouve qu'elle nourrit quand même une dynamique de rapport de classe qui serait, finalement c'est les gens qui ont moins d'argent qui sont obligés de courir et de se démener pour faire un spectacle qui puisse récolter de l'argent aux plus riches. Et autant eux sont quand même un petit peu, ils se tirent un peu dans les pattes, on sent qu'ils sont tous un peu, ils veulent avoir un peu plus d'argent que leurs potes, donc il y a évidemment de la comédie qui se fait autour des personnages, mais le film garde quand même en tête que ça reste le personnage de Daniel Auteuil qui est toujours le plus vulgaire, le plus parvenu, le plus méprisant, etc. Et finalement, même si le film c'est une arnaque, en gros, enfin je veux dire, le projet des personnages c'est une arnaque. Même eux le disent au début, c'est presque un film de casse, quoi. Exactement. Organisé. Il y a quand même l'idée que même si on triche, c'est quand même beaucoup de travail de réussir à gratter un peu d'argent aux plus riches, quoi. Et j'aime bien cette espèce de... c'est presque quand même Internet où genre les lycéens ils prennent plus de temps à préparer leur tricherie que d'apprendre leur cours. Exactement. Ouais. Et j'aimais bien ce côté un peu... Alors évidemment, je veux dire, c'est pas un film à charge, je veux dire, il y a pas... ce serait beaucoup dire de dire que c'est un film engagé, mais c'est quand même un film qui est pas dupe, je pense, en tout cas de ce qu'il filme et des rapports qu'il met en scène, ouais. Ok, tout à juste. Mais du coup, il tombe pas dans le misérabilisme. Donc, non, oui, c'est ça.
Du coup, Et- on comptait pas passer trop longtemps sur la petite vadrouille parce que, comme vous avez pu le voir, on n'en a pas forcément des mille et des cents à dire. Et donc, on a un petit quiz. Un petit Comment tu nous as préparé un petit quiz Alors. en lien avec la petite vadrouille? C'est vrai, bien sûr. Alors, un quiz exceptionnel. Non, alors c'est vraiment un petit quiz. Ok, de toute façon, on a 3 programmes. C'est ça. Il y a, Donc, il y a pas de- il y a 3 Il y a à moments. boire et à de- manger ce soir. 3 moments de pur fun en fait. Bien Là, sûr. c'est le premier, donc profitez-en. Non, c'est tout simplement, vu qu'on a un truc sur les personnages qui sont sur un bateau, etc., on va faire un quiz où la réponse c'est un film dont l'action se passe en grande partie sur un bateau. Ok. Et à chaque fois, ce sera. Titanic. Bah, justement, c'est le premier exemple. Oui, Oui, le quiz. Alors, les images à chaque fois te donnent la réponse. Donc, il faudra. D'accord. Voilà, Ok, je donc préviens je juste. joue Mais pas. par exemple, pour faire une manche qui compte pour rien, si je vous dis Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont sur un bateau et James Cameron est à la barre, vous me dites. Titanic. Voilà, donc là tu peux Leonardo élire. tombe à l'eau. Qui Qui reste-t-il sur le bateau. Voilà, donc c'est ce principe-là. D'accord, ok. À chaque fois, je vous dis On joue. deux personnes, Bien sûr. tout le monde Ok. joue. Si vous trouvez tout de suite, vous dites j'ai trouvé et vous laissez le chat participer. Et on vous interrogera en premier si vous avez levé la main. Voilà, il y en a une petite dizaine, c'est pas très dur. Enfin, Ok. les derniers films sont un peu plus obscurs, mais globalement ça devrait se faire. Tu dis ça, puis tu vas nous sortir des films. Non. Là, en vrai, franchement, c'est pas, Annette. c'est pas très dur. Donc, si je vous dis par exemple. Mais je me suis dit, vous avez pas trouvé. Vous allez croire que je suis hypocrite. Mais... Si je vous dis Paul Bettany et Russell Crowe sont sur un bateau. Je crois que j'ai. Ok. Alors, je me suis. Oui, mais J'ai si pas tu fait parles de. des acteurs, moi je vais pas y arriver. Ouais, hein, c'est parce que les acteurs à chaque fois. Mais Russell Crowe sur un bateau, c'est un film Russell connu Crowe quand sur un même. bateau. Oui, Si mais je moi me je trompe me pas. souviens. J'ai vraiment un problème pour associer C'est les le mec noms. de Gladiator. Ok, ça va être Et pas. australien. Non. Yes, le Masters. chat là. Yes, Master and effectivement, Commander. c'est Master and Commander de Peter Weir. Donc, je peux montrer. Ok, formidable. L'imagerie, voilà. Ok, donc en théorie c'est un peu de plus en plus dur, mais bon, c'est déjà c'est beaucoup dire. Si je vous dis Philip Seymour Hoffman et Nick Frost sont sur un bateau. Alors, Je crois que vous j'ai. identifié Philip Seymour Ouais, Hoffman. j'ai. Nick Frost c'est le pote de Simon Pegg qui est dans beaucoup de films où ils font un petit duo. Je peux vous dire que c'est Richard Curtis qui est à la barre, si ça peut vous aider. Non, ça Pas c'est un film de gros procès. indice. Qui est à la barre pour témoigner, bien sûr. Est-ce que le chat a une idée? Philippe Seymour Hoffman, Nick C'est pas un film Frost. très connu, si. Bon, quand même. Je sais pas, genre, je connais. Non, mais c'est pas je l'ai méga vu, connu. quoi. Mais voilà, le chat. Good Morning England. C'est ouais, celui-là Good que Morning je pensais. England, tout à fait. Voilà, double victoire du chat, bien joué, tout à Bravo, fait. bravo. Ok, on continue. Si je vous dis Cillian Murphy et Mark Rylance sont sur un bateau. Cillian Murphy et Mark Rylance. Oppenheimer. Oppenheimer? Non. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de bateau. Cillian Murphy et. C'était métaphorique. Donc Cillian Murphy, évidemment, c'est l'acteur de Oppenheimer. Mark Rylance, on l'a Rylance. vu notamment chez Spielberg dans Le Pont des Espions, Le Bon Gros Géant et Ready Player One. Dans l'avant-dernier film de Guadagnino aussi. Ah. Dans Bones and All, Ah, il joue Je l'ai pas l'antagoniste. Je crois que joue j'ai. Bones. Pas du tout. Mais vous étiez pas sur une mauvaise Tom intuition. Hardy est dans puisque les airs. Tom Hardy est dans les airs et Il a donné Christopher l'indice. Nolan est à la barre. À la barre. Aïe aïe aïe. Au cœur de la mer ou de l'océan, je sais plus. Alors au cœur de l'océan, non, effectivement c'est pas ça, j'ai pas mis Tom ce Hardy est film, dans les airs. Mais bon, Mathieu a à peu près trouvé. L'indice est très bon quoi. Donc effectivement, film de Et Christopher c'est Harry Nolan. Styles sur Ah la non, mais moi, plage. tu sais, genre vraiment, je suis très très nulle C'est à Ouais, ça. donc, Dunkerque. tu peux effectivement Je c'est l'ai même Dunkerque. pas vu, Dunkerque. Ah ouais Mais non. Et oui, où Cillian Murphy joue un pilote qui s'écrase et qui Je est sais recueilli juste qu'il y a dans le Harry bateau. Styles, c'est ça qui Il y a joue. Harry Styles, Ouais. effectivement. Ça, là, j'aurais trouvé. Oui, mais il tu est vois. pas sur le bateau, lui. Il est pas sur le bateau, ça marche Ouais, pas. il est dedans, il est dans une coque de bateau sur la plage. Bon, si je vous dis... où j'en suis? Tac. Si je vous dis Robert Redford et personne, en fait, il est vraiment tout seul sur Ah le bah. bateau. Ah, je vois le film, mais j'ai plus du tout le titre. Il est vraiment tout seul sur le bateau, quoi. Bah il y a Seul dans le titre, non? Non. Ah ouais? Non. Ah non. je Seul crois sur que Mars? Bah, il est sur Mars, il est pas sur le bateau. Sauf si le bateau s'appelle Mars. C'est vrai, ce serait twisted. j'ai Robert Redford. Oui, Robert c'est le Redford seul tout acteur seul. du film. C'est le seul acteur du film. Impitoyable. Loïc, tu vas le faire. Est-ce que tu as le titre, tu penses? Je crois. Est-ce que ça commence par jusque? Non. Ah. Le titre n'est Aïe, pas. aïe, aïe, en- aïe, aïe, aïe. Le titre est en anglais. Il n'y a pas de titre en français. Ah, je croyais que c'était Jusqu'au bout du monde. Non, c'est pas ça du coup. Parce qu'au bout du monde, c'est Pierre les All is All Lost. is Lost. Bien joué, le Très chat. fort, Film All de is J.C. Chandor. Effectivement. Bien joué. Où il est tout seul pendant tout le film. Ok, si je vous dis maintenant que c'est Catherine Hepburn et Humphrey Bogart qui sont sur un bateau.
Ah bah, ça c'est photographié par Jack Cardiff en plus. Bah dis donc, je sais pas. African Queen, bien C'est ça, sûr. l'Odyssée de C'est l'African John Queen. Huston qui est à la barre, l'Odyssée de l'African Queen, 1951. Bien joué, bien joué. T'as Si dit je- Audrey ou Catherine Hepburn? Catherine. Hmm. Je lis mes notes pour être sûr. Bien joué le Bravo chat. tout le monde, bravo tout le monde. L'avait. Port de l'angoisse, bien tenté, mais. Si je vous dis que c'est Jean Rochefort. Jean Oh, Roquefort. Jean Rochefort. C'est Jean Rochefort et Claude Rich qui sont sur un bateau. Ouais, j'ai pas du tout la J'abandonne filmo ce de jeu. Jean Rochefort, moi. Je pense le chat peut l'avoir, mais sinon je vous donne des indices. Jean Rochefort et Claude Rich. Il y a même Jacques Perrin qui est sur le Le bateau crabe avec eux. tambour. Et ouais, c'est ça. Ah, le mot crabe. Flag, pareil. Le mot crabe est flag pour terme à caractère sexuel. Hein. Attention tout le monde. Crabe Mais comment Ah, mais du coup, c'est le film de Pierre Schoendoerfer. de Pierre Schoendoerfer, c'est ça? Et oui, c'est le crabe tambour. Tu peux mettre l'affiche pour Bravo, bravo. que tout les le gens monde. se représentent. Voilà, le crabe tambour, tout à fait. Eh ben, Ok, maintenant si je vous dis que c'est Mark Wahlberg et John C. Reilly qui sont sur un bateau. Et un peu moins facile celui-là. Faut avoir un peu... si vous êtes baladé dans des noses, je pense Le que vous loup de voyez. Wall Street. Ce n'est pas ça. Bah, il saute, enfin, non. dans des noses, c'est quoi des noses? C'est des sortes de... Des nez? Non, c'est des magasins, il y avait ça chez moi, mais ça existe pas partout. Des sortes de magasins où tu sais, t'as des bacs de DVD à 2 €, tu vois. Ah oui, d'accord, donc c'est un film vraiment obscur et pas connu. Non, c'est pas obscur. Le cinéaste est assez connu. Et le reste du casting aussi. Je peux même vous dire qu'il y a George Clooney aussi dans le film. Donc, Wow. George Clooney, Mark Ils ont fait Wahlberg, une John pub C. d'espresso. Reilly. C'est ça. Sur un bateau. Et je peux vous dire que c'est Wolfgang Peterson qui est là-bas. Est-ce que vous Ah bah, connaissez ce malheureusement, je film connais que 2 films de Wolfgang Peterson. Moi. Ce n'est pas Das Boot Et ce n'est pas. 3. L'histoire sans fin. Ouais, exactement. Merci. Boogie Nights. Alors, c'est pas Boogie Nights. Ouais, j'y ai pensé aussi. Est-ce mais que vous voyez, personne dans le chat connaît ce film c'était une sorte de petit blockbuster, mais qui aujourd'hui est très oublié. Film sorti en 2000. George Clooney, Mark Wahlberg et John C. Reilly qui sont sur un petit bateau qui est pris dans une tempête. Il en vient de pile. Là, je vous donne un peu tout. Je pense que je peux reveal parce que là, ça devient dur. Personne là, vas-y, tu peux révéler. Simplement, un film s'appelle En pleine tempête. Oh, Voilà. wow, George j'ai- Clooney, Ah Mark ouais, mais même Wahlberg. l'affiche est moche. est incroyable. Le truc en rouge là en bas là. Oh là là. Voilà, écoutez, peut-être Tempête. un banger. Tempête, on compte ça comme une bonne réponse. Je refuse de bider. Ok, si je vous dis maintenant, un peu plus ancien, que c'est Charles Lawton et Clark Gable qui sont sur un bateau. Ah, je crois que j'ai. Charles Lawton et Clark Gable. Les Les Révoltés du Bounty, bien Oh là sûr. là, très bon. Bien sûr, j'aurais aussi pu vous dire Trevor Howard et Marlon Brando ou Anthony Hopkins et Mel Gibson en Ils fonction, sont tous dans en le film. fonction des remakes. Mais tout à fait bien joué, Les Révoltés du Bounty, un film de Frank Lloyd, je ne connaissais pas le nom de ce C'est un cinéaste. soleil Bravo. maintenant, ça, je peux connaître. Alors si tu dis la réponse des trucs, ça marche pas. Non, je l'ai pas mis dans la liste. J'ai pas mis dans la liste. Ok, si je vous dis Jeff Bridges et plein d'adolescents, de jeunes hommes sont sur un bateau pour apprendre les rouages du métier. Encore un film obscur avec Jeff Bridges. C'est un peu comme En pleine tempête, c'est-à-dire cinéaste vraiment très connu, Ok. acteur principal très connu, mais film pas connu du tout. Ah oui. Je crois. Voilà, Le film de Microciné Ridley est sur la bonne piste. Effectivement, c'est un film de Ridley Scott de 1996. Et oui. Oula. En gros, lui est genre formateur, il a plein de jeunes sur son bateau et une tempête arrive, donc ils doivent un peu improviser et se débrouiller. Est-ce que quelqu'un... Lame de Ah, fond. bien joué Annette, Lame Oh de là fond, là. tout à Oh fait. waouh, C'est mais j'ai Lame jamais de vu fond. ce film de ma vie. Avec Ridley Jeff Scott, Bridges. c'est fou ça quand même. Et ouais. Jamais entendu parler, surtout. Le Ah Ridley, officiel. Le Scott. Bien joué. Et donc le dernier, alors ne clique pas, je vois que t'as la souris. Oui, t'inquiète. Bah, tout simplement, si je vous dis que Denis et Bruno Podalides sont sur un bateau, mais en mer. Oh, Ah. ce n'est pas la petite vadrouille. C'est pas la petite vadrouille, c'est un autre. Ce serait drôle que ce soit comme un avion, mais je l'ai pas vu. Non, c'est Liberté Oléron, bien joué, Microciné qui a Liberté bossé Oléron, son Podalides. formidable. Et voilà, la boucle est bouclée sur les petites, La les boucle petites bouclée, vadrouilles on a fait tout, en bateau. Podalides. Voilà. Et donc on enchaîne sur un film un peu moins mimes, Bien joué, chat. vous un avez peu été- moins... C'est un peu mimes quand même, à la fin. Attends, c'est lequel là Au moment où elle l'étrangle... Ouais. Ok. Donc on enchaîne sur Love Lies Bleeding. Est-ce que des gens l'ont vu dans le chat? Nouveau film de Rose Glass. Donc c'est le deuxième film après Sainte Maud qu'elle avait sorti il y a 4 ans. Film d'horreur un peu de la même façon, très expérimental visuellement, où elle s'amuse avec plein de formes différentes, avec plein de techniques.
Très dubitatif. Bah, alors, limitatif. nous, on est un peu partagés. Enfin, Loïc aime plutôt bien et avec Zoé, on n'aime pas beaucoup. J'ai fait très rapidement un sondage tout à l'heure et les gens ont répondu chacun un truc différent entre j'adore, bof et j'aime pas. Voilà, oui, j'ai adoré. Bon, voilà, comme ça, parfait. On a un panel représentatif. peu de tout. Pas vu, non. Est-ce que c'est pas un peu un contre Drive Away Dolls où Drive Away Dolls est un road trip, lui n'en est pas un. C'est vrai. Là, Drive Away Dolls était un exécrable film, lui est un plutôt bon film. Non, là, tu t'aventures. Non, là, tu es tout seul. C'est donc l'histoire de Kristen Stewart et de son ami, De sa bonne pote. de sa super pote. Euh, Mais en tout cas, j'ai souvenir que Kristen Stewart s'appelle Louise ou Loulou Salou, selon et les l'autre gens. s'appelle Jackie. Jackie, ouais, c'est ouais. ça. Et donc, deux femmes lesbiennes ou bi qui vivent dans une petite ville du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Loulou vit là depuis longtemps. C'est sa famille qui gère un peu tous les rouages de la ville. On le comprend rapidement. Son père a la main mise sur là où elle travaille, sur là où son frère travaille. C'est une femme qui n'a jamais vu du pays, qui n'est jamais partie de sa ville. On comprend petit à petit que elle aimerait bien se rebeller contre les différentes formes de violence et d'oppression masculine qui ont lieu. Pourquoi Que tu me ce regardes soit- comme ça Ben, je sais pas, je parle. Rebelle-toi, Zoé. Je parle. Et ça passe donc par son père qui est incarné par Ed Harris ou son frère qui est incarné par Dave Franco Son beau-frère. son beau-frère. Oui, bien sûr. Et l'arrivée dans sa vie donc de Jackie, femme qui fait du bodybuilding, va peut-être mettre les choses en marche. Tout à fait. Est-ce que tu as envie d'attaquer le film, Zoé ? Globalement. Descendre. Ouais, t'as envie de l'attaquer. Attaquer violemment. dans le sens commencer, bien sûr. Parle-en avec tendresse. Qu'est-ce que tu as pensé peut-être globalement du film avant de rentrer dans le détail? Moi, je suis ressortie, j'ai été un peu... Bon. D'accord. Qu'est-ce que je viens de voir? Je ne sais pas. Est-ce que c'était intéressant? Je ne crois pas. Allez, C'est vrai tout de suite. Non, mais comment dire? n'hésite pas à t'approcher. Oui, à m'approcher, d'accord. Physiquement, la petite chaise. Il y a peut-être une scène qui me fait rire. C'est le moment où les deux personnages se pécho, pouvons le dire comme ça, où c'est littéralement, elle est en train de la piquer pour la doper, et du coup Sur on le peut stéroïde. dire de cette scène qu'elle a été piquée d'amour. Voilà, c'est vraiment la seule vanne que j'ai envie de faire sur ce film, Pas globalement. mal, bien vu. Une métaphore. Effectivement. Et non, mais en fait, c'est catastrophique, moi je trouve. La relation entre les deux filles ne fonctionne pas du tout. Au bout de 3 plans, elle se dit je t'aime. J'ai jamais. C'est quand même le niveau 0 d'installer du désir et du temps et une relation entre deux personnages qui sont censés être amoureux. Mais là, ça explose d'un coup. On l'a vu venir, oui, tout à fait, hein, évidemment, mais c'est trop rapide. Il n'y a aucune tension sexuelle entre les deux et leur alchimie ne fonctionne pas du tout, je trouve, à mon avis, en termes juste de casting, je veux dire. Et puis, bon, alors, là, on a un vrai débat avec Loïc, c'est que le film est très, très kitsch. Moi, je pense que c'est un kitsch qui se prend au sérieux et donc, du coup, j'ai trouvé ça extrêmement raté. Loïc n'est pas d'accord avec moi, mais il en parlera après. Bien sûr, on a le temps. Je suis désolée, mais faire des bruitages de muscles qui se gonflent à chaque plan où le dopage arrive dans les veines du muscle en question, je suis un petit peu abasourdie à ce niveau-là quand même. Littéralement, abasourdie, quoi. Ça me casse les oreilles, personnellement. Oui, non, mais voilà. Puis pareil, les scènes de sexe, elles sont franchement ratées, même inutiles, en fait, puisqu'il n'y a pas de tension sexuelle créée pour nous, spectateurs. Et bon, là, encore une fois, c'est un vrai débat qu'on a avec Loïc, mais pour moi, c'est une imagerie de pub qui s'assume comme une pub et on se demande finalement, quel est son propos politique là-dedans. D'autant plus que tout le début, à la salle de musculation, il y a tout un tas d'affiches où c'est écrit des phrases un peu de motivation, type développement personnel, ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, etc. Et au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il parodie ça. Il va en dire quelque chose pour s'en moquer. Mais alors, elle d'ailleurs. Mais non, du coup, pas du tout. Elle prend très au sérieux ces petites phrases de vie. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un espèce de film. Comment on appelle ça, de développement personnel où c'est Ah oui, va faire de la muscu, dope-toi et Non, mais jamais de la vie. non mais j'exagère un peu, mais au début en tout cas.
Après, non, ça part un peu en non cacahuète, on est d'accord. Mais non, mais voilà, à peu près tout ce que j'ai à en dire. Bah, peut-être pour te rejoindre, un site comme ça, Loïc, Je me servirai de contre-discours. tu nous balayeras d'un uppercut bien placé. Mais Moins non, musclé, s'il te plaît. Hein. là où je suis d'accord avec Zoé, surtout, c'est que en fait, j'ai l'impression que moi, j'aurais du mal à mettre le doigt sur ce que le film essaie vraiment de nous raconter, parce que il y a un peu pas mal de films de genre qui sont entassés un peu les uns sur les autres. Il y a donc cette espèce de romance lesbienne un petit peu hors norme, entre guillemets, dans le sens où bah, c'est à la fin des années 80 que le film se déroule, donc voilà, déjà c'est moins accepté. L'une d'elles est bodybuildeuse, etc. Ça se passe en plus au fin fond de la campagne américaine, donc il y a cette espèce d'histoire-là. Il y a la relation un peu conflictuelle qui vire au film de gangster avec Ed Harris, donc le père du personnage de Kristen Stewart, puisqu'on comprend plus ou moins que lui est un peu un mafieux et que elle vit très mal voilà, le fait que ce soit le cas. Il y a une espèce de film, alors entre le body horror et le film de super-héros autour du dopage qui apparaît vraiment un petit peu en pointillé dans le film. Il y aurait un film un peu satirique sur un petit peu l'idéal américain de la fin des années 80 avec d'un côté, puisque finalement les décors qu'on voit sont presque réduits à d'un côté la salle de musculation et de l'autre le club de tir où tout le monde s'amuse à tirer avec des gros flingues, etc. Il y a du film à suspense aussi, avec du pur Hitchcock dans le texte, un tapis dont on voit du sang dépasser derrière un canapé. C'est très vrai. Je me souviens d'autres séquences du même registre qui commencent avec une sorte de bombe sous la table et ensuite, mais je me souviens plus des autres. L'ourson. Oui. C'est vrai. Et effectivement, voilà, on parlait de Drive Away Dolls, mais cette espèce de film un peu cohénien où il y a une espèce d'histoire de film noir, mais par des personnages un petit peu inadaptés. Mais Cohen ne se prend pas au sérieux. Non, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a toutes ces espèces de strates de films qui s'empilent les unes sur les autres, mais que du coup, là-dedans, la relation entre les deux personnages féminins, qui est quand même supposée être un peu fondamentale, moi, j'accroche pas du tout. Et comme tu l'as dit, Zoé, il y a quelque chose d'un truc du rythme qui, moi, je trouve, fonctionne pas. En gros, les personnages passent une soirée ensemble, enfin, une soirée déjà, c'est beaucoup dire, mais avant de se séduire, on va dire, et dès que l'union est consommée, le film enchaîne directement sur une espèce de montage elliptique sur de la musique, de leur relation qui avance, et en fait on manque tout le moment intéressant, et comme tu l'as dit, on passe de premier baiser et première nuit ensemble à je t'aime, et leur couple est quasiment fondé. Comment ça, le moment intéressant? C'est pas le projet du film de montrer ça, mais je développerai. Non, mais je trouve que du coup c'est une relation qui est absolument superficielle. En gros, c'est elles se sont vues et désirées, cut, je t'aime. Bon, on suppose qu'il y a eu une interaction entre ces deux personnes à un moment entre les deux, quoi, mais je trouve que le film ne donne pas beaucoup à voir. Est-ce qu'elles savaient leur prénom même? Bonne question, déjà, moi je ne me souvenais pas, mais. Non, mais. Et je trouve que cette espèce de fonctionnement, en tout cas, d'un film surchargé, se retrouve à plein de moments du film, ce qui fait que je trouve que l'évolution des personnages, en particulier celui de Jackie, moi, il y a des moments où je comprends pas du tout pourquoi le personnage fait ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a des revirements extrêmement brusques, et ce qui fait que je suis complètement déconnecté en fait de ce qui apparaît comme étant le cœur du film, c'est-à-dire la relation entre ces deux femmes. Pour moi, le projet du film, c'est pas du tout de s'intéresser à la relation entre ces deux femmes, c'est plutôt, comme son titre l'annonce, de s'intéresser, comme tu le disais, à une sorte d'empilement de choses, de l'amour, du mensonge et du sang, quoi. Et en fait, le film va jouer sur le registre de l'addiction et de l'empilement de tout type d'addictions différentes, donc du tabac, des produits dopants, de l'amour, de la violence, et en fait, il va y avoir une sorte de récurrence formelle dans le traitement de ces différentes consommations, typiquement les dents abîmées, jaunies, brunies par le tabac, et les knuckles des mains, dont j'ai oublié, les phalanges des mains qui sont abîmées à force d'avoir donné des coups de poing. De la même façon, en fait, plus la relation entre les deux femmes va, entre guillemets, s'intéresser, tourner vers de l'amour, ça va se transformer en violence, de la même façon que le beau-frère et sa femme qui s'aimeraient tant que ça énormément, etc., tend vers aussi une forme de violence, et de l'une physique et de l'autre plutôt de l'ordre de l'attachement émotionnel beaucoup trop exagéré. Et que donc, non pas que j'adhère au propos qui est de dire toute forme de relation tend forcément à de la violence et tend forcément à un étirement élastique. En tout cas, c'est ce que le projet du film nous propose, c'est-à-dire de vraiment être dans une addiction de tout, et qu'en fait,
presque même cette relation en fait qu'on regarde, elle est hyper toxique, elle est hyper malsaine entre ces deux jeunes femmes. Et justement, c'est de là que le film vient. Elle se dope d'amour, elle se dope de violence, et elle continue de régénérer comme ça énormément de choses. Et je pense que l'idée du film, en fait, c'est de montrer qu'en fait, en empêchant des femmes d'évoluer, en empêchant des femmes d'avoir leur liberté propre, parce que le film vraiment est un road trip avorté, où même au début, on nous dit « Ah, elles vont aller à Los Angeles faire un concours de culturistes. À Las Vegas, et ensuite en profiter pour jamais revenir dans la ville, etc. » Donc on se dit « Ah, ok, ça va être un road trip où on va les suivre évoluer, etc. » Finalement, pas du tout. Elles restent dans la ville. Bon, il y a un mini aller-retour, mais qui n'est pas du tout une forme d'évasion. Et donc, en fait, à partir du moment où on est enfermé physiquement, psychologiquement dans un espace, la seule solution, c'est d'en recourir à la consommation, donc, comme je disais, de tabac, de drogue, d'alcool, de violence, ou que sais-je. Et qu'en fait, c'est, pour ces femmes, la seule solution d'émancipation, c'est l'hyper-violence, et c'est pour ça qu'à la fin, il y a une sorte de plan ou de séquence un peu fantastique, on va dire, dans sa représentation, qui assume être fantastique, comme tu le disais, c'est de l'ordre du kitsch pur, mais qui montre que justement, en fait, c'est que à ce moment-là qu'elles ont finalement réussi à dépasser, à s'élever au-dessus des nuages, donc à s'échapper en fait de cette sorte de cadre qui était imposé par le film, même d'ailleurs dès le premier plan, où en fait il y a une sorte de mouvement entre une crevasse dont on ne voit pas, on ne discerne pas le fond, et le ciel étoilé. De la même façon, en fait, on semble vraiment bloqué entre les deux, quoi, entre le ciel et la terre, entre les petits confins de cette salle de sport, de cette salle de tir, et que, à force d'évoluer en circuit fermé dans un espace qui ne promeut que la violence, ben finalement, on ne peut se sentir que par là. Mais en même temps, le pendant au dopage, c'est aussi l'occultation et le déni de tout, d'une certaine manière, puisque tu mets tout dans la crevasse, tu mets tout sous le tapis, tu mets tout dans le déni de « Ah je me fais frapper par mon mari », etc. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est ça aussi pour moi le projet du film, c'est de montrer comment est-ce qu'on va essayer de tasser ces choses, essayer de se cacher dessous. Mais après, du coup, c'est peut-être là où ça fonctionne pas, c'est que ce qui en reste, c'est la surface, l'effet de surface, l'effet de dopamine, etc. Donc, mais du coup, nous, en tant que spectateurs, on est face à un jeu de surface constant, en fait. Je sais pas si oui, mais pour moi, c'est le projet du film, c'est un projet purement formel. De la même façon que le dopage, en fait, ne constitue pas le muscle, mais ne sert qu'à donner une sensation visuelle de musculature. Mais donc, du coup, c'est plutôt un film de scénario et de théorie que d'empathie, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, ça, je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression que ce soit son projet non plus, en tout cas. Je pense que le mot théorique est bon, parce que effectivement ce que tu dis, Loïc, est très intéressant et très juste, je pense, pour ce qui structure un petit peu le scénario, mais effectivement j'ai l'impression que c'est un peu sur le papier, mais comme cette espèce de mélange des genres, on peut se le raconter un peu comme un truc de on est face à des personnages, en particulier celui de Jackie, qui est un peu hors norme, on pourrait dire, et donc le film lui-même ne rentre pas vraiment dans une case et empile les genres. D'ailleurs, j'aime aussi bien cette image de la crevasse pour ça, puisque on comprend assez vite qu'il y a plein de gens qui ont été jetés au fond de cette crevasse, et il y a un truc un peu d'empilement finalement. On fourre tout là-dedans, quoi. Et sauf que je trouve que ça fonctionne pas quand on est face au film en lui-même, quoi. C'est exactement ce que je veux dire. Parce que déjà, je trouve que finalement le film, si c'est de faire un truc un peu sur l'addiction, etc., joue à son propre jeu, c'est-à-dire que le film multiplie en permanence les effets de style, les effets de manche. Les effets de scénario, comme les trucs Hitchcockiens que je mentionnais précédemment. Et en fait, il y a un truc que je trouve extrêmement racoleur en fait, dans ce film, qui pourrait être de l'ordre du clip, ou... en fait, clip de développement personnel. Clip de développement personnel. En fait, j'ai l'impression qu'à essayer de jouer sur tous les tableaux, elle ne garde que les aspects les plus superficiels de chacun de ces trucs, quoi. Typiquement, le film de gangster, en gros, on a 3 plans de Ed Harris en peignoir en train de téléphoner. Je trouve que c'est très mauvais. Et je trouve que tous les volets en fait du film, en fait j'ai un peu pensé, alors que c'est des films qui se ressemblent pas du tout, mais à Oppenheimer, où on s'était dit à l'époque que à l'époque, c'était il y a 1 an. C'est vrai, mais c'est parce que c'est dans une autre émission, donc c'est non, mais on se disait que le fait que tout le film fasse partie d'une sorte de grand geste de montage qui doit raconter énormément de choses faisait qu'il était obligé de réduire chaque scène à un truc un peu simpliste. Et là j'ai un peu la même sensation, c'est-à-dire que c'est un peu une scène, un affect, et la mise en scène a
il va de manière extrêmement bourrine. Typiquement, il y a un moment où Jackie va faire un concours de culturisme, enfin en tout cas une performance, et elle est stressée, donc tout le monde se met au diapason de elle est stressée, caméra qui fait des gros plans un petit peu tremblants avec perte de points, le design sonore qui devient étouffé comme si on avait un acouphène. Et je trouve que tout le film est toujours comme ça, quoi. C'est-à-dire c'est un peu de l'effet qu'on vous jette pour vous donner un peu la sensation de cette séquence. Ah, je vous donne une sensation film de gangster ou je sais pas, film de suspense ou film de gore ou quoi que ce soit. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous raconte, quoi? Qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? Je trouve qu'en fait le film est un peu réductible à une série d'effets un petit peu tapageurs, quoi. Un peu comme le dernier Chazelle, finalement. Un peu comme Chazelle, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais oui, mais c'est intéressant parce que c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que, étant un peu passionné par De Palma, etc., eux aussi, ils jouent beaucoup sur les effets de surface, des effets de faux films de genre qui vont s'emmêler. Enfin, genre, tu regardes le Body Double, genre, t'as un film de vampire, t'as un film de Hitchcock, t'as 10 films dans un un. film porno. T'as un film porno, c'est vrai. Mais ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'il y a une unité esthétique et une unité dans la démarche finale. T'as une unité dans le propos, etc. que finalement, ici, tu retrouves pas, puisque comme tu dis, t'as ce truc de, se mettre au diapason de ce que je veux dire au moment T, mais il n'y a pas d'unité finale, finalement. C'est vraiment, chaque scène se prend indépendamment les unes des autres. Là où chez De Palma, il y a plus de construction unanime, quoi. Et pour prendre juste un dernier exemple, mais typiquement le personnage de Ed Harris, je trouve qu'il pâtit beaucoup du fait d'être coincé un peu entre plusieurs genres de films, parce qu'il y a un côté qui sera plutôt le côté frère Cohen, où on a envie d'en faire un méchant, mais un peu rigolo, un peu débonnaire, il a une coupe de cheveux ridicule, etc. Il me fait penser au mec de la série, là, Wahlberg, j'ai oublié le nom de la série, Better Call Saul, c'est le séquel. Breaking Bad. Breaking Bad, voilà. Walter White, mais avec encore les cheveux voilà. sur le côté. Mais en même temps, quand ensuite le film passe dans un truc plus film noir, film gore, suspense, etc., mais je suis incapable de prendre au sérieux ce méchant une seconde, quoi. Et donc j'ai un peu l'impression que le film se cherche, et je sais pas comment c'est construit le projet à l'origine, mais j'ai l'impression, enfin en tout cas je devinerais qu'il y aurait un truc où peut-être la cinéaste a rencontré l'actrice qui joue Jackie et se soit dit mais ce serait un personnage incroyable au cinéma. On l'a déjà vu, non? Oui, ah ouais, elle a déjà une petite carrière derrière. Okay. Je l'ai vu quelque part, mais je sais plus où. Je sais qu'elle a déjà joué dans des blockbusters, dans des trucs d'action un peu. Je crois qu'elle a joué dans un Marvel, un truc comme ça. Ah. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression que le film a pas trouvé le bon genre, comme s'il était un peu toujours en train de lui courir après, quoi, parce que effectivement, c'est un personnage qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui est une femme bodybuildeuse, à la fin des années 80, lesbienne, il y a une sorte de truc comme ça autour de ce personnage qui, effectivement, rentre pas dans des cases qu'on a l'habitude de voir, et du coup, j'ai l'impression que le film a pas réussi à trouver dans quel genre est-ce qu'elle pouvait vraiment s'inscrire pleinement, quoi, parce que du coup il y a des trucs un peu où on a l'impression que son sport est un peu superficiel et en même temps que son personnage est un peu téléguidé par des impératifs de retournement de situation et de suspense, et du coup je trouve que le film trouve pas vraiment son terrain, quoi. Mais je suis d'accord sur le côté que formellement moi aussi le film me laisse un peu dubitatif, je sais pas à quel point j'apprécie le projet esthétique, mais en même temps je constate que le projet de faire un mélange de genres, de faire advenir énormément de choses dans le film fait partie de l'intention de départ et renvoie aussi à ce que je disais sur cette sorte d'évolution en circuit clos où en fait on a tellement pas d'espace ailleurs qu'en fait tout advient dans le même espace, quoi. Vraiment à force d'être bloqué, il advient de la romance, il advient de la violence, tu vois, une sorte de truc où... Mais elle est bloquée, Kristen Stewart, parce qu'elle est obligée de rester pour sa sœur. Sinon, elle se serait déjà barrée. Donc, c'est la violence qui entraîne le fait qu'elle est dans la violence. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est aussi cette idée du film de le personnage de Ed Harris aussi. Oui, mais elle n'en sort jamais, même en partant finalement. Bien parce sûr. Qu'à la fin, elles partent, elles prennent la route et là, le road trip commence et ça pourrait être Drive Away Dolls qui suit. Puis même pour mais au final, brièvement parler de la fin du film et parler du rapport aux addictions et aux différentes formes du film, le personnage de Kristen Stewart s'est arrêté de fumer pendant le film. Elle a arrêté la consommation de tabac comme elle arrête son rapport à la violence. À un moment, elle essaye un peu de sortir de tout ça. Et donc, c'est le personnage de Jackie qui va prendre le relais à sa place. Elle, Kristen Stewart, donc emmagasinait tout. À la fin du film, au moment où revient la violence dans le personnage, revient le tabac aussi. Et avec cette idée-là de, en effet, en fait, c'est pas... Elle se fait tabasser. Oh. Jouer ça. Pas mal. C'est en effet au moment
où on se dit tiens, maintenant elles ont enfin la voiture, elles vont enfin pouvoir partir, que l'on comprend que la violence dans laquelle on a vécu, dans laquelle on a évolué, en fait elle nous poursuit partout, parce qu'à partir du moment où on se l'est enfoui dans le corps, à partir du moment où on l'a piqué, où on l'a fumé, où on l'a mise presque dans notre sang, en effet on va continuer à évoluer avec. Mais là-dessus, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre parce que, moi en tout cas, j'ai pas trop compris la toute dernière scène du film parce que juste avant, il y a un acte un peu de non-violence justement. Enfin, il y a, je vais pas spoiler, mais en gros, il y a un personnage qui a l'occasion de se venger et qui finalement choisit de pas vraiment le faire. Et pourtant, la scène d'après rebifurque. Pour moi, c'est plus sur un truc de, elle laisse la police faire avant. Oui, mais disons qu'il y a quand même l'idée que voilà, et comme fait ça, pas elle-même. Enfin, il y a un truc un peu plus. Oui, je comprends. Dans la légalité, elle se fait pas le tribunal populaire de son père. Et voilà. Et peut-être juste pour un dernier truc, mais pour revenir sur cette espèce de parallèle bizarre avec Oppenheimer, moi ça m'énerve un peu les films qui sont en permanence guidés, j'ai l'impression de voir ça de plus en plus par leur habillage sonore. J'ai l'impression qu'on passe de mood sonore en mood sonore, un coup c'est de la musique, un coup c'est ce truc un peu d'acouphène, et comme ça, tout un tas de panoramas qui font que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune scène qui marche vraiment dans le temps, dans la durée, dans les échanges entre les personnages, dans un pur truc de découpage, et qu'en fait tout est dans cette espèce de logique un peu clipesque de dire quelle sera la rythmique comme ça des images pour avancer, et en fait moi ça m'épuise assez vite quoi. Ça pour le coup je te rejoins pas vraiment sur ce film là, même si je partage le constat général sur le cinéma de maintenant, notamment Oppenheimer qui a vraiment cette sensation de glisser tout le temps, d'être dans une sorte de flux ininterrompu. Là il y a quand même, mais j'ai l'impression qu'on peut reprocher au film donc un peu l'inverse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir une sorte de système programmatique où chaque scène fonctionne un peu différemment et fonctionne indépendamment, avec un truc de ok là maintenant c'est la scène avec le cadavre dans le tapis derrière le canapé, puis c'est la scène où elle baise, puis c'est enfin tu vois une sorte de oui c'est vrai d'enchaînement comme ça. Mais alors pour elle prend une douche dans une baignoire après avoir tabassé tout. Ah oui c'est vrai. Ah oui, et puis le plan sur la mâchoire c'était pas utile pour moi, à mon avis. Oui, c'est vrai que c'est presque un pur plaisir du cournien ou s'amuser en montrant la violence. Aussi, mais Tarantino, encore une fois, genre, tu sens que c'est de la blague là. Genre, oui, c'est pour ça que je le compare plus à Titan du coup, une sorte de plaisir qu'elle avait au début du film, juste montrer de la violence advenir pour une fois du côté féminin. Du coup, on enchaîne sur une tier list. J'ai hésité le thème de la tier list. Je me suis dit, j'ai beaucoup cherché. Est-ce que tier list des films où on parle d'addiction et de drogue, c'était rigolo. Je me suis rendu compte que bof. Donc j'ai choisi comme thème, mais un thème où il était très difficile en fait de trouver des films beaucoup plus que prévu. Attendez, oui, il faut que je sorte le site en fait, parce que là je vous en parle. C'est tier list des films d'action avec des femmes protagonistes. Ok, pas mal. Et en fait, il y en a pas beaucoup. Hein. C'est un peu pas évident. J'en ai trouvé, je crois, 13. Lara Croft. J'ai essayé quand même de viser un autre niveau que celui de Tomb Raider ou Resident Evil. Et donc, un film des années 80 aussi dont tu parlais du fait que le lesbianisme n'existait pas dans les années 80. Mais en vrai, il faut revoir les Verhoeven. Thelma et Louise. Mais il faut revoir les Verhoeven. T'as des protagonistes féminins badass dans les Verhoeven. Mais c'est pas des films d'action. Les personnages féminins de... pas vraiment un film d'action. Dans Robocop... et pas vraiment d'action dans le film. Carrément, ça tire, ça fait péter elles coursent, ça fait péter à un moment, elles font exploser un camion-citerne et tout. Mais dans Robocop, la policière, elle est badass. Oui, mais c'est pas la protagoniste. Moi, je voulais genre... Personnage principal, femme, quoi. Donc ta tier list n'existe pas. Mais dans Hollow Man... c'est pas elle la protagoniste, mais c'est pareil, tu vois, moi je voulais un truc de purement c'est la femme la prota quoi. Voilà, la donc prota. La prot. La prot. Ok, c'est parti pour la tier list. Alors, donc ça va être sur internet. Préféré. Exactement, let's go. Internet. Donc, est-ce que je sais pas si tout le monde a vu tous les films, évidemment, je propose qu'on commence par Love Lies Bleeding pour un peu mettre les choses à point. Attends, c'est quoi le mieux, c'est quoi la fin, parce que la couleur en haut c'est le best. Mais pourquoi c'est en rouge, ça me perturbe. C'est hot, tu vois, Ouais, c'est ça. C'est oui, comme l'échelle des piments. Le feu rouge, tu peux pas traverser, non, quoi. Mais je suis d'accord, ça peut porter à confusion. Mais plus c'est haut, plus c'est vers S, mieux c'est. Du coup, moi j'ai un peu envie de mettre Love Lies Bleeding en B. Moi je mets D. D ?
Bah, je trouve ça pas bien. C'est de la D. Ouah, D, c'est violent. Est-ce que le chat qui ont En vu plus, le on film, n'utilise jamais tous les. s'ils ont envie de mettre des lettres. Ah oui, mais pour moi, c'est pas ça en D. Bah, en D. Moi, je préfère par exemple ça à Kill Bill qui va venir plus tard, tu vois. Bah, Kill Bill, c'est moi, j'aime bien catastrophique Kill Bill. aussi. mais- Moi, j'aime bien. Monsieur aime bien. Bon, bah, C alors. Parce qu'il y avait Après, un. j'ai J'ai vu adoré et j'ai vu est très dubitatif. Très Donc, dubitatif. Bon, D. ODD. Moi, je trouve que c'était vraiment pas bien. Mais... Aïe aïe aïe. Peut-être qu'un C, je pense que c'est Peut-être fine. Un C C. si on est Si là-dessus. on est gentil, Le ouais. chat, Oui, là, parce il que faut nous théoriquement, aider, c'est intéressant, on va dire. Vous m'accordez Voilà, ça. La consolation est terrible. Vas-y, mets ton C. Allez, un petit C sur. Ok. J'ai envie de proposer un truc plus connu pour enchaîner. Donc Kill Bill. Kill Bill, c'est nul. Qu'en pense le chat que mérite Kill Bill? Quelle est la position? Oh, un S, un A. Attendez, mais. Attends, oui, de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez de. Non, là, je pense que c'est le film d'avant, là, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça ressemble, vu les commentaires. Bah, juste avant, c'était le film. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est cohérent Ouais, avec qui a dit c'est quoi, cohérent, quoi. ouais. Kill Bill 1 ou Kill Bill 2? Alors, vraie question. Je n'ai pas vu. J'ai envie de mettre les deux dans le même panier, même si je considère le 2 supérieur. Je n'ai pas vu. Mais Kill moi, je Bill les ai 2. vus, j'avais 19 ans, je me rappelle. Ok, Love Lies Bleeding A nous dit ok. Ok, ouais. Mais non. Ouais, Annette D, mais elle a dit qu'elle avait pas vu, donc je suppose que c'est pour Kill Bill. ouais, je pense que c'est pour Kill Bill. Ouais. Kill Bill 2 S. Oh, waouh. Alors, Un très très grand fan de Kill Bill 2. je Kill Bill 1 A. moi j'ai pas vu Kill Bill 2, donc je ne jugerai que Kill Bill 1. Je trouve ça nullissime. Je trouve que c'est un film interminable, extrêmement mal mis en scène, et un des pires Tarantino, sachant que j'aime pas Tarantino. Donc Je pour moi, suis- c'est des tiers à 100%. Par contre, ça aurait été Spielberg Kill qui aurait Bill fait D. Kill Bill, t'aurais pas Bah, dit le la film, même ce chose. serait pas le même film. Ce Il aurait serait eu actuellement très différent. Une autre tête. Le combat final de Kill Bill, c'est une Horrible. catastrophe. Ah ouais, je Vraiment trouve une ça horrible. catastrophe. Mais ça, c'est le genre de film vraiment, quand tu le mates ado, Ouais, ouais. tu le kiffes bien, t'es en mode oh stylé. Ouais, mais c'est ça, peut-être qu'il faut que je le revoie. Ouais. Peut-être. Et ensuite, en le revoyant adulte, c'est dur, hein. C'est très rude. Alors que le 2 est un peu moins moche, un peu moins dur. Moi, je mettrais le 2 en C et le 1 en D. Est-ce qu'on se dit qu'on juge le 1 parce que moi j'ai Déjà, pas Bah, il y a bah, une après- truc de après, goût c'est un dans projet en Kill Bill, entier. c'est que tu mets pas du jaune à une blonde. Vous êtes dur. C'est vrai qu'on est dur. Mais après, Ouais, mais je trouve ça horrible. Moi, hein. j'ai pas. après on est plus sympa sur d'autres films. C'est vrai que Ouais. Kill Bill est en B pour le 2. 2. Moi, j'ai envie de proposer un C pour mettre un peu. Ouais, mais alors si on met pas les choses Kill à Bill plat. en D, qu'est-ce qu'on va mettre quoi? Parce qu'on va être obligé de mettre Everything Everywhere. On n'est pas obligé de mettre des trucs en D. Hein. Là, je vais Aussi, oui. utiliser tout le spectre là. C'est-à-dire mettre tous les films en D. À partir du moment où il y a un personnage féminin, tu le mets en D, c'est ça? C'est ça, ouais, par Ok. principe. Allez, je comprends. Toi, Je n'ai Zoé. plus rien à dire Toi, là. Zoé, quel est Zoé, ton dernier mot sur Kill Mais Bill? Kill Bill, franchement, je l'ai vu, j'avais 19 ans, je m'en rappelle plus trop, honnêtement. Enfin, Bon, bah mes fins de C alors. Allez. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu qu'est-ce Tigre et Dragon? Ah, mais oui, bien C'est sûr. Tigre et Dragon. Clément, Moi, j'ai tout pas en vu. D, sauf c'est Ghost in the l'horoscope Shell. chinois, ça, non? C'est vrai. Tigre et Dragon, c'est bien. J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai mis Ok. parce que je me suis dit, tiens, S. Oh, il y a Non. des fans de Tigre et Dragon. Ouais, mais non. Moi, j'aime. En plus, t'aimes bien le réal. Oui, mais T'es non. un grand fan de. Alors, super non, comme débat. doucement, doucement. J'aime beaucoup Billy Lynn de Ang Lee. Je trouve ça Ouais. un super film. Tigre et Dragon, c'est pas trop ma cam, mais c'est bien. Mais j'avoue que ça me passionne pas. Donc je vais plutôt m'en remettre au chat. Ok, On a A, Quand ils S, volent, là. A. Quand ils volent. Ils volent souvent, c'est vrai. Et ils coupent les bambous. sur les branches. On a eu un A, un S. Non, il y a un truc très beau dans le film, je trouve, c'est un peu la déclinaison des différents éléments. On sent Hmm. que ils puisent dans la sécheresse, l'humidité, la forêt et tout, à Ok. plusieurs moments pour irriguer le film. Ça, je trouve ça joli. C'est la seule chose qui me reste. Ça part sur un, En A, un peut-être, ouais. J'ai On a l'impression eu que du le- S et- ouais, ouais. Ça du fait une S, belle du moyenne. B, du A. Ça fait Ouais. une moyenne. Là, j'ai remis un film que j'ai pas vu, mais parce qu'encore une fois, c'était Atomic dur de Blonde, trouver ouais. de la matière. Atomic Blonde, C'est pas ça a pas terrible, un mais peu un- J'ai pas. Enfin, tu l'as vu? je l'ai pas vu non plus. Ok. c'est mieux que les Je deux comptais films en sur C. Clément pour juger. Atomic Blonde, c'est un peu un mauvais film d'espionnage avec quelques bonnes scènes d'action. Voilà, je pense que c'est le meilleur résumé que je peux faire. Et C'est sur le le- plan du féminisme. Ouais, tape les gens. Féministe, non. Non, on peut lui reconnaître d'avoir inventé le combat en faux plan séquence dans les escaliers qui ensuite a été repris par toutes les franchises d'action. James Bond a fait le sien, John Wick a fait le sien. Donc, moi je dirais OC. OC. Ouais. Ouais, les gens disent 2. Il y a eu 2 C. Moi, ça me semble fair play de le mettre en C. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est le premier film solo de David Leitch qui était un des deux Qui a donc choréals de fait John Fall Wick. Guy. Et qui a fait tout The récemment. Fall Guy il y a Ouais. pas longtemps. Ghost in the Shell. Bah, S. c'est S, hein. C'est S, Ghost in the J'ai Shell. pas vu,
mais Enfin, moi c'est j'ai pas. formidable, Voilà. Ghost in the Shell. C'est- C'est trop bien. Ça... Je fais En pas fait, le tu poids vois, face c'est à vos encore une références. fois les femmes protagonistes dans le cinéma d'animation, c'est vraiment. Non, mais c'était C'est bien la fête. le truc là qui est sorti. De S. Mars Mars Express. Mars Express. Ouais. C'est vrai. J'ai C'est pas mis bien, Mars ça. Express. C'est J'aurais pu mettre Mars Express. J'ai pas pensé. Mm. Oui, bon, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur le petit Bah, Ghost si on in dit the S, hein, Shell, on y va directement. le S de Shell. Maintenant Alien. Alien, donc pas Aliens, Alien. C'est vrai que c'est pas trop un film d'action. J'aurais J'ai- plutôt dû mettre le 2 Non, pour le mais on mood film triche. d'action. J'ai mais on vu comprend. une seule scène de Est-ce que Alien. Ghost in the Shell est vraiment un film d'action? Je veux dire, il y a plein de séquences Il y a d'action. plein de- mais- Ouais, c'est ça. Bah, Alien, c'est trop bien, non? C'est trop bien Alien. C'est trop franchement cool, ouais. génial. J'ai vu qu'une scène, c'était pas mal. C'est quoi la scène que t'as vue? C'est la scène du truc qui Ouais, sort du ventre. ouais, et il fait- ouais, tout à fait. Comme ça, il fait D'un bon. coup, C'est pas ça. Franchement, Alien, tu pourrais c'est faire des trop bien. bruitages. Comme ça, il fait. Je pense un A. Un Un A, c'est A. fair play. C'est le A de Alien en plus. Oh là là. Alors que si ça avait été Aliens, j'aurais mis le S, j'aurais mis en le S de direct. Alien. Exactement. Et bah, ah, tout le monde dit ah, parfait. Ouais, allez, ça me semble être. C'est Il Ouais, faudrait qu'il y ait fair un play. consensus. Moi, je préfère Alien à Tigre Dragon, par contre. Si Oui. on doit jauger, moi, je me mettrais avant. mais- Je comprends. Ok, c'est fair play. C'est fair play. A plus. A plus, Voilà, voilà. parfait. Hunger Games. Salut. Ah, Hunger Games. Bah, il a dit à plus. Moi, Oui, je- oui, bien sûr. Moi, je me casse. Bon, c'est pas si mal, non, Hunger Games. Hunger Games 1, Euh, c'est plutôt sympa. Plutôt ok. Moi, j'ai lu les bouquins et bah, je préfère largement les bouquins. Donc, Ouais. Mais est-ce que du coup, tu trouves que les films sont catastrophiques? Mais les bouquins sont pas fous. bah, encore, ils ouais, je sont pense. bah, forcément décevants parce que t'as beaucoup plus de Oui. développements qui sont Oui, plus oui. intéressants. Oui, quoi. dans Le Seigneur C'est des comme Harry Anneaux, il n'y a pas la Potter, scène de la récolte des champignons. Dans Harry Potter, ils ont pas nettoyé Y a pas Tom Bombadil, la ça. maison de Sirius Black et moi j'étais hyper déçue. C'est vrai. OC ou B? Oui. Moi, je le mettrais OC. Je pense pas que ça mérite un B. Moi, je mettrais un C, moi aussi. Genre, c'est ok, c'est pas une cata. C'est pas une cata. Ouais. Mais c'est pas Moi, un- ça me fait mal de mettre Hunger Games au-dessus de Love Lies Bleeding, je vais pas vous mentir. Oh, bah si. Mais Moi, non. j'accorde parce que manifestement, j'ai deux haters à côté Moi, de non. moi. Moi, je mettrais B, je pense. Ça me paraît être la définition, tu vois, d'un B en mode. De Bunger Bames. Bof. Burger Beams with the bow. Ouais, je pense, ouais. Allez, ça part en B. Maintenant, C'est quand t'es on revient enrhumé. sur- Le Bunger Game. Maintenant, on Furiosa. repart sur un débat de la semaine dernière. Furiosa, C'est Furiosa. J'ai J'ai hésité pas à mettre. vu. Ah ouais. J'ai hésité à mettre Fury Road, mais Fury Road, c'est pas vraiment 100% Charlize Theron. Donc c'est plus B, Furiosa. non, vous êtes fous. Pourquoi t'as pas mis Barbie en film d'action? C'est A ou rien. A ou C'est- je me tue. Oh non, B, max. C'est Furiosa, A. B. Non. Je vous laisse débattre entre. Je préfère des Furiosa entre- à Tigre Dragon. Non, Furiosa, c'est trop bien. Aidez-moi le chat. Mettez non, Furiosa en B. s'il vous C'est, plaît. non, C'est mais un bon, allez. let's go. Qu'est-ce que c'est que cette. Forcément, c'est la même personne qui a dit. Il a dit deux Love fois Live- C. Love Live Bleeding, j'ai adoré. Au-dessus de Hunger Games. Bah oui. Non, mais c'est trop bien, Furiosa. Oui, au-dessus de Hunger Games. En te- OB, je suis d'accord. En termes de mise en scène, c'est presque. C'est niveau Alien en réalité. Furiosa, bah oui, comme Hunger Games, malheureusement. Mais moi, je Impossible, mais non. moi, non, je suis mais d'accord non. pour qu'on baisse Hunger Games et qu'on mette Furiosa en B. Non, on met Furiosa tout en haut, c'est tout. Moi j'ai Furiosa A. Furiosa OB. Non, mais de la sélection qu'on a, c'est vraiment un des meilleurs films quand même. Tu serais Oui, pas ok, furieux je comprends. Je suis furieux. Furiosa A. Il y a un A dans Furiosa. Je reprends ton argument. Il y a Il y a- F ça commence aussi, par un hein. F. Hein. On peut rajouter un Aïe, truc en aïe, plus. aïe. hein. Furiosa. Ouais. Bon. Mais fin de A. Allez. Bon, c'est vraiment parce que je suis sympa. hein. Je suis un mec en or. Mets-le au-dessus de Alien. Alors. Non. Ah, là, on va pas être d'accord. Everything Everywhere All at Once. J'ai toujours pas vu. Tu l'as hein. pas vu Mais non, mais tu sais, j'étais en Espagne à cette époque. hein. Ah, J'aime bien la scène avec les cailloux parce que c'est le moment où le film arrête de parler un peu. C'est vraiment la Des- délivrance Des quoi. cailloux. Ouf. Silence. Les gens aiment Il y pas a une trop. scène avec des Mais cailloux. en fait, moi, j'ai vraiment. Ça, t'avais bien aimé, non Bah, C'est- moi, j'avais bien aimé. Non, en on effet, ne et plus dévalue j'y pas la repense, lettre plus Z, je- s'il vous plaît. Je suis désenthousiasmé. Mais j'ai quand même envie de faire confiance à mon premier instinct et je l'aurais mis en B. Moi, je dirais deux choses sur ce film. Première chose, c'est que on dirait un peu un sketch du studio Bagel. Oui. Notamment quand ils font des blagues sur on se met des trucs dans les fesses. Oui, ça, cette scène-là, c'est un peu cata, je Et suis d'accord. le YouTube ciné tout entier a dû inventer des termes comme post-métamoderne pour justifier que le film était cool et pas juste un pur film de multivers comme tous les autres. Donc, pour ces deux raisons, je mettrais pas au-dessus de C. Pour moi, bas B. En vrai, c'est dur de mettre Non. Hunger Games. En fait, Hunger Games en B, je pense que ça me terrasse. C'est trop dur d'avoir Mais mis il y a ça si quand haut. même un Parce que truc. c'est vraiment pas si bien que ça. Je pense que tu revois Hunger Games aujourd'hui, Non, mais Clément. c'est peut-être pas très Tu bien, dis genre, ça. ok, Everything, c'est quand même mieux, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie idée quand même de mise en scène de Hunger Games d'essayer de nous mettre dans la peau du personnage. Enfin, ça appelle quand même un choix un peu de mise en scène de dire bah, les romans sont à la première personne, donc. Enfin, en tout cas, t'es dans la tête du personnage, donc j'essaie de faire un film où on est au plus proche du personnage, etc. Il y a quand même une idée un peu
qui charpente, tu vois, le film. Waouh. Je n'ai pas d'avis. Il y a des idées dans Everything Everywhere All at Once. Ouais, mais elles sont toutes nulles, quoi. C'est un problème. Eh, si on faisait Wong Kar-wai en moche, bah nickel. J'adore. Mais non, mais le truc, c'est que pour moi, les meilleures scènes de Everything sont celles où il arrête de faire du multivers n'importe quoi. T'aimes pas les moments où ça s'amuse à basculer entre les trucs, les pures scènes d'action? Genre la première scène de combat, elle est vraiment très bien quand même. Je les trouve toutes illisibles, vraiment. Celle avec le... J'ai oublié comment ça s'appelle, mais le... sorte de ceinture là, de ceinturon. Ah oui, ça, non, l'espèce ça de sac banane. banane, Ouais, c'est ça. Elle est vraiment bien celle-là. Ça, c'est pas mal, mais le Je suis problème. d'accord que les suivantes sont toutes inférieures à celle de la Ouais, sac, je trouve du sac que- banane. Vu que les règles changent tout le temps, tu profites de aucune scène d'action. C'est l'anti-Furiosa de ce point de vue-là, quoi. Alors, Qu'est-ce qu'ils disent le chat? j'ai deux propositions. D, Soit- Z, B. Soit Dragon Ball Z. DBZ. j'accepte de mettre Everything en C si Hunger Games vient en C avec. Ok. Ok, ça me va. C'est un suicide. Ok, allez, Collectif. très bien. Ça me va. Allez, Je si vois tu veux, même si pas tu les veux. idées. Putain, le C est dur. Hein. Voilà, là, on est rude. Hein. On n'est pas très Aucun sympa. hein. podcast, les gars. T'as Ouais, pas mais vu après- Sicario? Non, j'ai pas vu Sicario. Après, si je peux me permettre, si t'as pas vu Alien et Kill Bill, tu peux pas nous en vouloir. J'ai d'avoir vu Kill choisi Bill, des j'ai films juste vu Kill obscurs. Bill. Non, j'ai vu Thelma et Louise, ça, oui, ça, c'est Sicario. bon. Ah. Sicario, Est-ce moi que ça... Ce serait pas notre B parfait. Ah, j'avoue... Non, le j'a- S. Ah ouais. Ça- C'est une victoire. Tous les critères Je objectifs. veux dire que les s'effondrent. tractations du Front Populaire, ce truc. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Sicario, je pense, en vrai, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le parfait B tiers. Ouais. C'est ni... Et le film d'action vraiment de bien. Marine Le Pen. On le Quoi met où? C'est le mois de juin. Tout à l'heure dans la C'est rue, juin on 2024. m'a tendu un tract du Front Populaire et je l'ai refusé parce que je suis déjà convaincu. Je me suis dit, bah, ça sert à rien que je prenne un tract. Mais du coup, je pense qu'ils ont cru que j'étais un énorme raciste. Parce que j'ai dit non, c'est bon. J'ai pas dit ça comme ça, j'étais genre. J'ai Moi dit, aussi, j'ai une anecdote. j'ai comme ça. éconduit poliment, mais du coup, je pense qu'ils se sont dit, ok, il vaut de bardel, c'est sûr. La dernière fois, je suis sortie de la bibliothèque avec le Capital sous le bras. Mhm. Et il y a les mecs du PC qui ont essayé de me recruter. Et j'étais là, non. Alors que j'avais le Capital sous le bras. Voilà. Ouais. C'est drôle. Bon, Un petit B, ceci un petit... Moi, je pense que c'est parfait, c'est Ouais. ni vraiment bien, ni vraiment mauvais. Ouais, non, c'est non, du je pur suis B. d'accord, ouais. C'est de la bonne copie. Ouais. Mais Non, franchement, c'est ça me paraît honnête. Terminator 1. Terminator, Toujours pas vu. Toujours pas vu. bah c'est bien, non? Bah, c'est vraiment bien Terminator Ouais. 1. Moi, je pense que ça mérite un petit A. Je pense que Terminator 2, ça aurait été S. J'avoue, je les ai vus il y a assez longtemps en fait, donc je suis pas sûr. Annette met du B ou A. B ou A. Fin de A, non? Fin de A, je suis d'accord. Mais je pense que c'est bien, ouais, Terminator. Ouais. Non, c'est vraiment J'ai bien. faim. Fin de A, ok, Ouais. je compris. Fin de A. Allez, Zoé fin est de très... On aurait dû faire une tier list parallèle au fur et à mesure de l'émission, les jeux de mots de Zoé. A. Au tier list des jeux de mots de Zoé pendant l'émission qu'on fait. Alors, il y avait quoi? Il y avait, Il y avait, je suis tabassé. piqué, Tabassé, la Lestia. je suis piqué. Thelma et Louise. Et ben... C'est très bien, moi j'ai bien aimé. Bah, moi, je suis pas si fan que ça de C'est pas Thelma si et bien Louise. non plus. Ah bah voilà. Pour le coup, c'est un peu... Moi, j'aurais mis ça en B aussi. Le féminisme Ouais, en mais carte non, mais postale, en vrai, enfin, il y a c'est un pas- truc un peu, Ouais, je suis un peu d'accord. Alors, en 4 postales, faut pas Après, exagérer. faut pourrait quand même- Et puis, il faut remettre remettre au truc de l'époque quand même. Oui, c'est ça. Faut quand même reconnaître que dans les années 80, là, tu vois, typiquement, bon, il y a Terminator, 90, mais. 90. Ah ouais, c'est. Ah oui, C'est début 90. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. A milieu, A, B, C, B. B en vrai, non? Moi, je pense au-dessus de Sicario. Moi, je pense que c'est un peu. Bah, j'ai pas de point de repère On a de eu Sicario, A, B, mais A. je te Sinon, crois. on dit tous les deux B, je pense que le premier DB, ça me Ah, paraît... Le premier DB, c'est Fair Play. Et le dernier film, on sait pas ce que c'est, je pense. Et le dernier film, c'est J'arrive pas à Cours le- Lola Cours Cour. Lola Cour. Run Lola Run. C'est plutôt, c'est la euh, version de Run Forest Run ou Ben, le film est plus récent que ça. Sicario 2, ben, c'est pas bien, non. Ah, tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai C'est vu à un l'époque film parce de- que j'étais un peu enthousiaste à ce moment-là de Sicario C'est 1 un et film de Denis Villeneuve. Solima, fils. Sicario 2. Ah, parce qu'en fait, j'avais trouvé le. En fait, j'avais l'impression que c'était vraiment un pur pastiche de Sicario. C'est-à-dire, on lui a dit, ok, Essaie de refaire. essaye de faire du Denis Villeneuve. Ok. Et du coup, tu sens que tout le temps, le mec essaye de faire les mêmes plans, essaye de diriger ses comédiens de la même façon, mais que ça ne sert que de pâle copie, quoi. C'est vraiment un papier calque. Ok, ok. Tout bad. de- Parce que normalement, c'est le plan marrant où il tire avec son pistolet en faisant comme ça. Tu vois pas? Il met son doigt dans la gâchette et il fait. Oh, yo, yo. Bref, et effectivement, Lola le titre Rent. original, c'est en allemand. ouais. Et voilà, moi je trouve ça plutôt chouette. Moi en fait, je pense que c'est un bon B. C'est un film en fait qui tourne un peu vite en rond parce que son concept, comme vous pouvez l'avoir compris dans le titre, c'est vraiment court? court.
Ça m'avait saoulé au collège en Bah, LV2. je l'ai vu quand j'étais au collège en LV2, mais j'ai aucun souvenir. Moi, je faisais Et espagnol. Will B au-dessus de Thelma et Louise. Euh, Je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a vraiment une mécanique de filmer la course et de filmer la vitesse qui est très dans les. Ouais, il n'y a aucun. Aucun dé. Bah, j'avais dit Kill Bill et Love Lies, personne m'a écouté. Ah, yes. Alors. Parfait. Bon, c'est votre tier list, les gars. Moi, Si j'ai vous pas voulez- participé. si vous- hein. S'il y a vraiment débat, on se remate un bout de Kill Bill et on met tout le monde d'accord, tu vois. On dit, regarde, on fait react. Ouais. React Ah bah and attendez, the attendez. Kill Bill. Ah oui. Bah, Et c'est en vrai, très Calamitos. bonne idée. C'est quoi le dernier? C'est. Bah, c'est Cours Cours la Cour. cour. Qui est un film de Tom Tickwer, non, si je me trompe Oui, pas. exactement. Qui Bah, d'un ensuite pote a- de. A co-réalisé Cloud Atlas. Oui, c'est ça, d'un pote des Wachowski. Mais tu ressens dans la mise en scène qu'ils sont influencés par les mêmes trucs. Tiens, bah Microsonic a fait sur Furiosa. Je suis sûr qu'il l'aurait Ah ouais. mis en S tier. Alors c'est. Je sais pas, j'ai pas écouté. Ah oui, Kill Bill, Kill Bill Fight. Final Fight. J'ai l'impression que ce qui m'énerve, je pense, dans Kill Bill, c'est que le film prend le fait que il s'inspire de films un peu série Z comme excuse pour faire de la mauvaise mise en scène. en fait. Ouais. Je suis d'accord. Everything et compagnie, on peut le mettre en D. Je trouve pas ça si mauvais, Everything, quand même. Je trouve qu'il y a pas mal de choses chouettes. On dirait un plan de. Je sais pas si ça se bat tout de De suite, Challengers. Mais ça se bat pas tout de suite. Ah Oh ouais, là là, voilà. En noir et blanc, c'est... Ça là, voilà. Bon, après, là, nous, on n'a pas le son. Est-ce que ils ont le son ou pas? Son web? Non, je crois que c'est pas relié. C'est pas grave, on fait visuellement. On voit bien qu'on comprend rien à ce qui se passe. Puis même le noir et blanc est pas beau, quoi. Mais c'est fait exprès. Moi, j'aime bien Robert Richardson, mais effectivement, Kill Bill, c'est un peu au-delà de mes limites. Oh là là. C'est cata, hein. T'aimes bien toi, Zoé? Bah, je sais pas, moi, je. Ok, le plan où Ça, il c'est un avance, peu c'est rigolo, j'avoue. Mais pour moi, tout le film est à l'image du fait que, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier, enfin si vous vous rappelez sûrement, mais quand elle dit son nom, c'est bipé. Oui. Voilà, c'est pour moi le film d'un débile. Voilà, vraiment, c'est du même niveau que le moment dans Pulp Fiction où le carré en pointillé s'affiche à l'écran. Il faut être débile pour faire ça. Bah, non, ça c'est sympatoche. Non, non, c'est un débile. Je crois que monsieur n'aime pas trop Tarantino. Moi, vraiment, ce passage-là non plus, je trouve pas ça bien non plus. Ah, oui, là, Après, vous avez pas la même manière de regarder les Kill films Bill, que c'est moi. excellent. Aïe, aïe, Non, aïe. mais c'est Ça horrible, fait mal à Mathieu. tout le monde là. Mathieu, t'as vu, ça a clignoté marqué Sergio Leone, tu t'es dit c'est forcément un chef-d'œuvre, mais soyons sérieux une minute quoi. Regardons la tronche du film. Mais vous êtes des réals. Moi, j'ai plus un point de vue philo, théorie, donc c'est pas la même chose. Vas-y, analyse avec Avec Marx. le bras là. ça. Serre-toi de Oula. Capital pour analyser. Oula, bah là, on est sur Michel Oslo, Prince des Princesses. Mhm. Oui. En plus, c'est interminable, vraiment, mais tout le film est interminable. Il y a un passage de 30 minutes où elle discute avec son maître sensei. Eh, mais attends, c'est un jeu de mots en fait. C'est des ombres chinoises et ils sont chinois. Voilà. Ils sont sûrement. Mais je sais pas si en anglais on dit pas. C'est pas un grand film matérialiste Kill Bill MD. Bon, Allez, hein, bah je pense qu'on en a assez vu. ce plan est bien. C'est vrai. Elle ressemble quand même Je vais énormément à sa fille. Non, c'est sa fille qui lui ressemble à mon avis. Oui, ça. Oui, ça marche C'est plus comme que- ça, c'est je plus pense. comme ça, ouais. C'est plus les gènes, ouais. On s'y connaît en gènes, on est C'est plus hyper. comme ça. Bah, on est matérialiste justement, donc. Et ouais. Il nous reste un film. Et on déteste les femmes. Il nous reste Alors. un film et on parlait de films qu'on n'aimait pas trop. On s'est un peu tapé dessus, Et là, on machin. se rabiboche. Et là, on se rabiboche, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même très Je préfère chouette. le mec qui écrit les discours de Macron. Rabibochez-vous. Memory de Michel Franco. Michel Franco qui est personnellement un cinéaste que je connais pas. Tout Moi non simplement, première découverte, premier film, même si je sais qu'il est très apprécié notamment du Du Bégodeau, du plus. F, François Bégodeau. bien sûr. Et Qu'est-ce que ça vraiment, raconte, Memory Loïc Matos? qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça nous raconte... T'as oublié peut-être. Ah ouais. J'ai essayé, mais... Voilà. Ce gag, Ah, je sais plus. bêtien. J'ai un peu envie de le refaire pendant toute la critique. Donc, c'est l'histoire de Jessica Chastain. Sylvia, J'avais oublié. je suis là pour toi. Je continue sur l'oubli. Hein. Peter Sarsgaard, ok. Je continue. On note, on note. Et donc, qui est... après, le film, en fait, est pas forcément évident à pitcher, vu que le film lui-même nous donne, en fait, un peu sporadiquement des informations sur ses personnages, et nous révèle, nous laisse un petit peu dans une zone de confusion, de flou, et c'est justement une de ses plus grandes beautés. Mais donc, on va dire grossièrement que Jessica Chastain rencontre un homme Qui s'appelle qui Saul. s'appelle Saul. À quand le coup sur les noms de personnages. Alors ça, Il y a que mais moi je qui vais vais être faire le ça et- pire. Ah, au mais monde. moi Je j'ai connais déjà tout le perdu monde, parce que si j'ai personnage. pas gagné le quiz Avec les précédent, acteurs. c'est parce que je ne pouvais pas les remettre. Bah Mathieu, ce sera toi qui l'organiserai et tout le monde sera déçu sauf moi. Mais du coup, oui, donc Jessica Chastain rencontre Peter Skarsgård. Non, pas Peter. Si, c'est ça. C'est Peter Skarsgård.
Saul. Jessica Chastain Better Call Saul. a des problèmes familiaux. On comprend qu'elle a des problèmes d'addiction, qu'elle a été alcoolique. Saul a été atteint d'amnésie. On ne sait pas exactement de quelle maladie, mais en même temps, la traduction française C'est qualifie démence, de non démence. Ouais. Mais en fait, dementia en anglais, ça veut dire amnésie. Donc peut-être que la traduction est un peu floue. En tout cas, il a des pertes de mémoire, il a des comportements un peu étranges de temps à autre. Et les personnages vont commencer à s'approcher, vont commencer à tomber amoureux. Et on va avoir comme ça cette sorte de rencontre des deux personnages, de celle qui cherche à oublier son passé et de celui qui cherche à s'en souvenir. C'est très joliment pitché. Formulé. On peut dire que formellement, globalement, le film est assez calme, Très assez, sobre. assez constant comme ça. On a beaucoup de plans, on va dire fixes, notamment dans les scènes les plus tendues, entre guillemets. Oui. Quand il y a de la friction entre les personnages, la caméra va comme ça prendre du recul, laisser un petit peu la chose se déployer dans des plans. C'est un film voilà, assez quasiment dénué de musique, si ma mémoire est bonne. Et sinon, c'est un effet méta par rapport au film. Donc j'ai forcément gagné. J'ai oublié. C'est une bonne question. Et effectivement, le film s'attache à des sujets très, très lourds. Il y a notamment la question des agressions sexuelles et de l'inceste qui arrive comme ça au fil du film. Et voilà, en tout cas, ce que je reconnaîtrais peut-être pour lancer comme qualité au film, c'est qu'il arrive, par un miracle de la qualité de la mise en scène de Michel Franco, à éviter les pièges un peu misérabilistes, et notamment avec cette idée simple de la caméra littéralement prend du recul, arrive à trouver, je trouve, une assez bonne distance pour observer sans que ça fasse... ce truc que j'aime pas trop par exemple chez Lantimos, enfin même si c'est un peu en caricaturant son style, mais ce truc de on regarde les personnages De très près. un petit peu enfin plutôt en mode comme s'ils étaient dans un bocal, tu vois, un peu entomologiste, observer les comportements humains. Là je trouve qu'il arrive à se placer de façon presque à pas déranger. Il y a un truc un peu comme ça je trouve dans la mise en scène. Faites comme si je suis pas là. Exactement, c'est un peu ça qui je trouve fait que le film réussit. Enfin il y a aucun moment où je me suis dit ok ça c'est du pathos sans trop, ça me dérange, etc. Non, il y avait pas de pathos. Toi, Zoé, c'était ta première rencontre avec Franco, Tout à fait. mais Sympa le gars. tu connais un peu Bresson. On peut dire que Ah oui. tu as pu voir quelques films de Bresson. Avec et pas toi, mal, par bien exemple. sûr, Je pense qu'il dit par Bresson Et bien, Louis parce qu'il y a des Garrel plans sur les et mains. Rebecca Et Raphaël Zlotowski. Quenard. Et Raphaël Quenard C'est qui est ton ami parce qu'il est Ouais, mon ouais. ami. C'est vrai. Il Quoi nous a dit Non, mais c'est une rencontre une longue brève avec histoire. Raphaël Quenard. C'est vrai qu'il y a Raphaël Quenard dans le film. Non, il n'y a Il est pas pas. Raphaël Quenard. Je suis fou. J'ai de la, Je suis atteint de démence à mes yeux. Et du coup, Zoé, Oui, qu'est-ce que pardon. t'en as pensé, toi, de Sérieusement. Memory? Non, oui, effectivement, en fait, tout est très subtil dans la mise en scène et de jouer de cette opposition entre deux types de mémoire perdues ou à perdre ou en fait, ce qui va venir faire problème, c'est plutôt la prise en charge de la famille, de la société par rapport à cette mémoire, plutôt que le fait de l'avoir perdue ou de vouloir la perdre ou de vouloir la retrouver plutôt. Puisqu'effectivement, t'as le personnage de Saul qui, lui, a une prise en charge beaucoup trop présente de sa mémoire, médicalement notamment, et jusqu'à l'infantilisation, voilà. Et de l'autre, c'est justement, on empêche l'enfant de s'assumer en tant qu'enfant, puisqu'on lui empêche de reconnaître ce qui lui est arrivé est réellement arrivé, donc dans une forme de gaslighting propre au tabou de l'inceste, dont on sait maintenant un petit peu l'ampleur que ça peut prendre. Et d'ailleurs, la scène où ça nous est révélé, parce que nous, on ne savait pas jusqu'alors que c'était d'abord un inceste. D'abord, on a pensé que c'était des jeunes qui l'avaient violé. Enfin, c'est arrivé, mais c'était plus une conséquence du premier inceste. Enfin, en tout cas, les deux sont pas mutuellement excluants, mais on n'est pas exactement sûr de ce qui s'est passé. Il y a une zone de flou sur la question, oui. C'est ça. Et donc, du coup, cette scène où, justement, nous-mêmes, on apprend qu'en fait, en réalité, le premier trauma de cette dame, c'est son père qui la touche, quoi. On a une mise en scène presque picturale où en fait t'as la sœur qui est à la gauche, t'as le Saul qui est derrière elle un peu comme un pilier pour venir la soutenir, la mère qui est face à elle, et Doano, et je crois qu'il y a que la fille et le père et le mari de la sœur qui sont un peu sur la gauche en tant que témoins un peu jugeants, parce que le beau-frère il est quand même il est quand même assez dégueulasse, on va dire les mots, puisque c'est « Ah non, nous on parle pas de ça ici, machin », voilà.
Mais donc, ouais, cette mise en scène-là, elle est très subtile. Mais c'est aussi, ça se joue aussi en termes des lieux, puisqu'en fait, on fait face à 2 foyers. Donc, le foyer de Saul, qui est une grande maison avec je sais pas combien d'étages, très bourgeoise, dans laquelle il se perd lui-même et qu'on a du mal à le retrouver. En réalité, à un moment, il est dans la salle de bain effondré par terre et Jessica Chastain le retrouve à poil, d'ailleurs, dans une salle très pudique, d'ailleurs, pas du tout voyeuriste. Et quant à elle, Chastain, elle vit dans un petit appart à 2, mais tellement petit que on voit des choses qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Donc là, je pense à la scène où la fille voit Saul nu et que ça la dérange profondément au point qu'elle va vouloir un peu s'échapper de ce foyer qui est un peu envahi par Saul et sa présence... compliqué à gérer. Ouais. Compliqué à gérer, mais en même temps, du coup, ça rappelle un peu cette question de l'inceste, parce que lui, il est à poil devant la gamine, il n'en a rien à branler, si je puis dire, et du coup, ça... C'est de plus en plus vulgaire, là, cette émission. Désolé, c'est ma faute. Mais oui, non, mais du coup, oui, ça redonne des petits... On se pose la question de « Ah, il va se passer un truc bizarre ou pas ?» quand même. Donc, toujours à cette subtilité, alors qu'en réalité, il est nu comme un innocent, Saul, dans cette scène. C'est le plus enfant de tous. C'est le plus enfant de tous, ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a un vrai rapport entre... Donc Saul, qui a des troubles de mémoire, qui ne se souvient plus, on raconte au début du film que c'est surtout les événements proches dont il a du mal à se souvenir et qu'il a de très bons souvenirs par contre de ce qui date d'il y a longtemps, et que donc ça peut être potentiellement rapide pour lui de ne plus savoir pourquoi il est quelque part, qui est quelqu'un qu'il vient de rencontrer, de croiser. Désorienté. Et dès la rencontre des 2 personnages au début du film, il y a une forme de complexité qui se joue parce que il vient comme ça la voir sans lui parler au milieu d'une soirée. Oui, c'est ensuite elle part de cette soirée, il la ça suit rejoint la scène où il est silence. à poil parce que justement ça oui, jette. C'est une sorte d'innocence. Il y a l'embryon d'un truc menaçant, en fait on se rend compte que pas du tout, c'est plus c'est lui nous qui qui avons perdu. interprété mal. Exactement. Mais c'est aussi le regard de la mise en scène de Jessica Chastain. Oui, non, bien sûr. Mais même le regard de la petite fille dans la scène où il est à poil. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Mais que donc, il va se mettre à la suivre dans le métro, à vraiment l'accompagner en silence, un petit peu de loin. Au moment où elle arrive finalement chez elle, il s'arrête devant sa porte et regarde la fenêtre toute la nuit. Donc, pitché comme ça, ça un bon tout d'être stalker. Un très un très creep, bon stalker. quoi. Et il se trouve que le lendemain matin, il lui a plu sur la gueule toute la nuit. Il est allongé, il est dans un pneu sous une sorte de sac poubelle qui lui sert de... Ah, là aussi, c'est comme la petite vadrouille finalement. C'est ça. C'est vrai. Moins rigolo, mais... Et donc l'inversion de force se fait où c'était le prédateur la veille qui maintenant devient presque le rat du caniveau de devant chez Jessica, et maintenant c'est elle qui va prendre soin de lui, et on tombe comme ça en fait dans une... Tout le film développe l'absence de certitude concernant les situations et les états des gens, et comment est-ce que donc un personnage qui pourrait sembler menaçant peut en fait être absolument innocent, et comment est-ce qu'une figure qui peut sembler absolument innocente, celle du père, de la mère, peut en fait être la plus proche de la violence et de la culpabilité. Et de la même façon, Jessica Chastain, donc, elle a été alcoolique, et on comprend au début du film que c'est depuis la naissance de sa fille qu'elle a arrêté de toucher à l'alcool. Et que donc, il doit y avoir un rapport d'abord d'alcool pour oublier, d'essayer de tomber dans cette sorte d'auto-violence de déni, etc., pour se sauver, voiler son passé, pour réussir à vivre un peu psychologiquement. Et que de la même façon, elle va faire vivre à sa fille. Au début, on a du mal à savoir pourquoi elle contrôle autant la vie de sa fille. Elle refuse qu'elle sorte, elle refuse qu'elle voie des copains, elle refuse qu'elle ait un copain. Et donc on se dit, ok, il y a une forme de menace, de restriction. Pourquoi est-ce qu'elle se la joue comme ça ? Mais encore une fois, c'est aussi un trauma qui vient de... Et qui vient en contraste jeunesse. avec ce que dit justement sa mère sur le comportement de sa fille, Oui. qui était complètement délurée, selon ses dires, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est Et justement pour ça, elle se dit, ouais. c'est pour ça que ça m'est arrivé quand j'étais jeune, donc j'ai pas envie que ça me... ça devienne Au-delà de nouveau. ça, elle a aussi surtout compris que si elle avait été protégée par sa mère, elle n'aurait pas revécu son trauma dans une seconde fois par des lycéens, tout ça, quoi. C'est plus... Enfin, ça rejoint... Enfin, les deux sont pas compatibles, je veux dire. bien mais, sûr. Elle surcompense. ouais, ça. Et que du coup, en fait, la figure de la protection n'est pas non plus néfaste, même celle qui est opérée par le frère de Saul sur Saul
Donc cette sorte d'idée de Bah, il est lui bienveillant, à la interdire base. de... Oui, mais même ce qui en déroule, c'est-à-dire qu'il veut pas qu'il sorte, il veut que des gens puissent prendre soin de lui tout le temps, il est pas trop OK avec la relation qui est en train de s'installer, justement parce que lui aussi a peur pour Saul, et en fait, même si ça a une apparence, un apparat de violence, de lui interdire de sortir, de lui assigner un médecin à domicile, mais tout ça ne vient que d'une intention bénéfique, enfin bienveillante en tout cas. Donc règne dans le film L'enfer est toujours. pavé de bonnes intentions. Mais bien sûr, on n'oublie pas. Saul. C'est comme Better Call Saul. Enfin, Et donc en fait, l'idée de Franco, c'est surtout laisser la caméra de loin, comme tu le disais, de pas faire du l'antimose bocal, mais plutôt de laisser les choses advenir, et en fait de laisser la réalité de la complexité de la situation exister. Même si, pour faire une mini-incise, mais c'est que quelques séquences en vérité qui adoptent ce dispositif spécifique, plan fixe de loin. Parce que j'ai l'impression que, enfin, vu que ça a beaucoup été relevé, moi Oui. je m'attendais un peu à ce que le film Ce soit quasiment que oui, ça, oui. alors qu'en fait c'est pas vrai, mais effectivement il le fait au moment décisif. Oui. Puis en plus, il y a quelque chose d'assez fort dans le film, je trouve, justement, parce que moi aussi je m'attendais à une mise en scène tellement épure, où on ait des plans Iracetacoulesques, on est juste pendant 10 minutes de loin à attendre. En fait, tous les plans sont très courts, on roule très vite, et en fait les choses sont toujours limpides, et ce qui est très impressionnant, c'est que les choses passent toujours quasiment par autre chose que des mots. Là où je te rejoins, et je trouve que c'est vraiment une des qualités, je pense, qui m'a le plus plu dans le film, c'est que j'ai l'impression que souvent les dysfonctionnements psychiques, psychologiques, c'est souvent une excuse pour les cinéastes d'essayer d'élaborer des formes un petit peu alambiquées. Je pense du perroquet du début des Guetteurs. Je pense au perroquet, non. Je pense par exemple à The Father de Florian Zeller, qui jouait sur une espèce de film puzzle comme ça. Et... Ouais, mais en même temps, l'idée de la mise en scène était sympathique, que en fait, plus il parle la mémoire, plus il y a des cartons dans l'appartement, tu vois. Moi, alors ça oui, effectivement, mais il y avait ce truc un peu presque nolanien de il faut essayer de recoller les morceaux de la sénilité du personnage, on nous ment à nous spectateurs parce que soi-disant lui se ment à lui-même, et je trouve que là le choix de Franco est à la fois plus courageux, plus juste, plus humain, plus franco le gars, c'est de dire bah effectivement en fait c'est toujours limpide ce qui se déroule, mais ce qui se déroule est extrêmement complexe. Et donc c'est là que il nous permet en fait de prêter attention aux détails, etc. D'autant qu'il y a toujours des idées de mise en scène. Là, on vient de voir un plan où Saul et, je crois, son frère, ou alors c'est sa nièce, je sais plus quel est l'autre personnage, la jeune femme qui est sa nièce. Et donc les deux discutent, et derrière, il y a un match de baseball ou de foot qui se joue. Et donc on peut commencer un petit peu à projeter entre guillemets, comme si le fond faisait un peu toile de lui se bat pour son indépendance et récupérer ses souvenirs, et on a un match qui se déroule en arrière-plan, et il y a souvent des petits jeux comme ça assez fins qui font que le décor fait un peu caisse de résonance à ce qui se déroule dans le dialogue, et donc toute la mise en scène passe comme ça par des choses assez fines. Et d'ailleurs, justement, pour cette idée de la projection, en vrai, c'est quand même une question philosophique super intéressante, c'est que la mémoire, c'est ce qui fait notre identité par projection dans un passé que l'on considère être la suite de ce qui s'est passé, etc. Et là, en réalité, Saul, dans sa perte de mémoire, il y a une scène où il regarde un film avec Jessica, et en fait, on se rend compte qu'il n'arrive pas à suivre le film parce qu'il n'arrive pas à tenir un fil d'unicité dans son analyse et dans sa vision. Et donc en fait on peut même plus lui raconter des histoires, et la seule solution pour lui de trouver une identité, c'est de raconter lui-même l'histoire, donc en prenant des notes, en racontant ce qui se passe au jour le jour, etc., pour suivre le fil. Et donc en fait on ne peut plus être sur le mode de la projection purement visuelle par le cinéma, mais il faut repasser par l'écrit pour retrouver une identité individuelle. Et c'est très juste, et pour ce truc de décor, hein, évidemment le décor de sa maison aussi, je trouve, est très bien choisi, parce que sans que le film force ce côté-là, mais il y a l'idée qu'il est dans une très grande maison, sur plusieurs étages, on a du mal à comprendre exactement quelle en est la géographie. Et évidemment, voilà, et je trouve que Franco est assez fort pour vraiment raconter par des détails, par des petits choix comme ça, qui s'imposent jamais comme le geste du cinéaste, ce qui se déroule entre ces personnages. Ce qui fait que les quelques fois où j'ai l'impression qu'il le fait, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a un ou deux moments où j'ai l'impression que on sent un peu le geste du cinéaste. Je pense notamment à une séquence de dialogue où donc Sylvia vient chez Saul pour s'excuser de l'avoir accusé de l'avoir violé quand ils étaient au lycée. Et il y a un moment où Saul lui pose une question, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que votre mère ne vous croyait pas ?» Et il y a un cut très bizarre avec un changement d'axe, et ensuite c'est Sylvia qui lui pose une question à Saul. Et là on a l'impression qu'il y a une sorte de coupe de montage
qui ne correspond pas au dialogue qui s'est joué entre les personnages, pour créer un effet de complexité supplémentaire en fait. Et donc il y a ce petit moment où, alors toi t'es pas exactement d'accord, mais moi il y a ce petit moment et un ou deux autres très légèrement, j'ai l'impression que effectivement il y a beaucoup de non-dits et de choses comme ça, mais il faut pas que ce soit non plus surfait par voilà, de la rétention volontaire d'informations. Il y a un ou deux moments où ça m'a semblé un tout petit peu artificiel ces effets de construction. En fait, moi je trouve que c'est une volonté du film même d'épouser un peu cette sorte de sensation de connaissance du monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui oublie de façon récurrente, un personnage qui essaye d'oublier, et que donc il est naturel que presque eux-mêmes, dans leur perception du temps et du monde qui les entoure, il y ait des moments comme ça qu'ils oublient, des moments qui leur semblent moins importants. Ouais, c'est ça. Ouais, justement, moi du coup j'aime moins cette idée-là. Ouais. Bah après, ce qui rejoint un peu ça aussi, c'est toute la colorimétrie en fait du film. Tout est gris, tout est. Enfin, moi je retiens beaucoup de pluie notamment, et vraiment j'ai une mémoire visuelle de ce film qui émerge justement par le travail sur la couleur, sur le détail, etc. Et il y a aussi un peu une forme de conte qui se dessine, puisque quand ils vont dans la forêt, etc., ça fait très Hansel et Gretel, je vais te perdre dans la forêt. Enfin, et du coup, il y a ce jeu de contraste entre un truc très construit, très littéraire, justement, et formel, et au contraire, justement, cette subtilité des émotions qui, elles, glissent beaucoup plus fluidement sur nous, finalement. Tout à fait. Et peut-être pour juste finir sur mes réserves, mais encore une fois, je trouve que le film est vraiment bien et j'encourage tout le monde à aller le voir. Mais disons, il y a 2-3 petits trucs qui font que je ne l'ai pas considéré comme un grand film. Enfin, je ne sais pas si c'est un film qui va me rester vraiment. Mais je trouve tu vas l'oublier ? Je vais l'oublier. Bah, en fait, le film est réussi. Non, mais typiquement, sur cette question de la complexité des séquences, j'ai l'impression que des fois, comment dire, c'est un peu une complexité un peu de façade. Je pense notamment, il y a une séquence qui est assez troublante où Saul se retrouve à ne pas savoir, à être perdu en fait dans l'appartement de Sylvia, et donc il hésite entre deux portes, et il y a une possibilité qui rentre par inadvertance dans la chambre de la fille de Sylvia. Et donc Franco joue évidemment à ce moment-là sur une sorte de projection. Sylvia a subi un inceste de la part de son père. Là, il y a un homme qui est le compagnon de sa mère qui pourrait rentrer dans la chambre de la fille. Ok, ça crée un effet de trouble qui est bon en tant que tel, quoi, mais j'ai l'impression que ça s'arrête là, entre guillemets. Enfin, finalement, qu'est-ce que ça nous raconte de plus sur les personnages ? Pas grand-chose, à part créer un truc destiné au spectateur pour lui faire un petit effet de truc. Pour moi, cette séquence joue sur deux effets. Donc, en effet, quelque chose qui joue sur le spectateur, de ce que le film nous a donné comme information. De projection, de ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et même juste les séquences précédentes parlent, en effet, de s'enfermer avec le père dans une chambre à part, de la fille qui tombe sur Saul nu. Mais pour moi, c'est la réaction de Saul qui compte, en fait, qui fait tout le sel de cette scène. C'est justement que face aux deux portes et face à son incapacité à comprendre que celle qui est couverte de stickers est celle de la fille et celle qui est absolument vierge est celle de la mère. Titre. Non. Eh bien, il choisit de s'allonger sur le petit canapé du couloir d'entrée et de se dire... Bon, au pire, comme ça, je fais pas d'erreur et je préfère. C'est vrai que ça, c'est plutôt joli. Et qu'il a une réserve comme ça du personnage lui-même. Oui, et puis qu'il en a qui conscience. Ouais, il en a conscience, c'est ça qui est ça. Et c'est une des scènes que j'ai préférées, je pense, du film, justement. Oui, d'autant plus que ça décharge complètement de la tension que nous, on pouvait ressentir dans les minutes précédentes, où tout d'un coup, on se dit, oh purée, il va faire une connerie, ça va lui retomber dessus, etc. Et en fait, non, il a la sagesse de se dire, bon, face à mon incapacité à me souvenir de quoi que ce soit, je préfère battre en retrait, finalement. Oui, c'est ça. Et là-dessus, le film joue beaucoup aussi sur une forme de bienveillance généralisée, et de cette intention de ne jamais faire advenir une sorte de quiproquo malhonnête, ou de situations chargées négativement par hasard ou par incompréhension. Le film essaye toujours de saisir en fait tout à fait ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est l'inverse de Bresson un petit peu, quand tu penses à Mouchette, tout ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai que Maury est beaucoup plus aimable avec ses personnages que Bresson qui n'aime personne. Et puis, personnellement, le côté... je trouve qu'il y a quand même un appareillage... Une dernière critique. Une dernière critique. Je déteste le film, en fait. T'avais dit que c'était ta dernière C'est avant. des tiers. J'ai dit pour finir, mais c'était une énumération. Mais il est démago un peu. Hein. Pour finir, 10 trucs. Pour finir, tirer 1. Non, je trouve que juste, il y a quelques moments du film que je trouve un peu plus stéréotypés dans le moule du drame psychologique, notamment cet étalonnage très terne, et quelques séquences, je trouve, notamment au début du film, où
j'ai l'impression qu'il se repose sur des trucs un peu plus clichés du type plan du personnage seul, mutique, qui réfléchit ou qui est triste, le personnage qui prend sa douche, gros plan sur le visage dans un moment de solitude. J'ai l'impression qu'il y a quelques séquences. En fait, le film met la barre haut sur beaucoup de séquences dès qu'il y a des interactions en fait entre les personnages, qui fait qu'il y a d'autres moments, j'ai l'impression qu'on est sur un mode beaucoup plus conventionnel en fait, qui m'intéresse un tout petit peu moins. Tu sais quoi, ça, je crois que je te rejoins. Voilà. Mais allez voir quand même le film. C'est très chouette. N'oubliez pas d'aller le voir. Ouais. N'oubliez pas, dis donc. Ketchup, c'est marqué dans le trailer au début. Ketchup. Donc, pour terminer cette petite émission, tu nous as cook une analyse mystère. C'est vrai. Tu vas nous présenter une petite séquence donc en rapport avec Memory, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors en fait, le film. Ouais, tu vois, je vous dis ce que c'est maintenant, je sais plus. De charger. Et ben voilà, pendant que ça. En gros, le principe c'est il faut que la séquence ait plus ou moins un rapport avec le film. Là, c'est pas tant sur la question de la mémoire ou quoi que ce soit, c'est plus sur. On a des personnages qui souffrent d'un trouble. Peut-être lui tu vas reconnaître. Normalement, vous avez tous les deux vu ce film. Je reconnais direct. Et comment est-ce qu'on fait pour se positionner en tant que cinéaste sans générer du pathos qui serait malvenu en fait. Et donc, je vais vous montrer un bout de l'introduction de Mask, qui est un de mes films préférés, de Peter Bogdanovich, film de 1985. Oui, Elephant Man. Et Elephant Man, on n'est pas loin. Mais c'est juste sur cette question-là, effectivement, de trouver la bonne distance. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne excuse pour passer un bout du film. Donc, toi, Clément, qui est un grand sans-cœur, c'est un film qui fait pleurer. Ah, je pleure énormément. Mais en fait, je pleure assez souvent. Je suis très critique, mais j'ai revu Abyss à la Cinémathèque il n'y a pas longtemps. J'ai pleuré énormément. C'est quoi ton trauma ? Mon trauma, je sais pas, il n'y a pas de... Je sais pas. Peut-être justement, je pleure jamais dans la vie, je pleure que devant les films. Bah, moi, j'ai un peu pleuré devant Juliette au printemps. Ah, dis donc. Ah ouais ? Moi, c'était touchant. Moi, Juliette. Moi, j'ai pleuré devant les guetteurs, pas du tout. Perroquet, là. De sang. De sang. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu The Mask ? Alors non, c'est pas The Mask. Masque, du coup, pas The Mask. C'est vrai, on a tous les deux vu le film. ensemble à la film. Mathieu, je sais, a vu le film, c'est film. grâce à lui que je l'ai découvert d'ailleurs, donc je le remercie et le félicite comme d'habitude. Je laisse la scène se dérouler Ouais, visiblement devant nos yeux. De toute façon, en ébahis. fait, c'est le tout début du film, donc je pense qu'il n'y a pas besoin que je contextualise beaucoup. Ouais, c'est vrai. Bah, Profitez de Bogdan en fait. C'est ça. Donc Peter Bogdanovich, j'ai juste coupé genre le tout début de l'introduction et là c'est le moment où on va rencontrer le personnage principal. Ok. Alors est-ce que vous allez réussir à avoir le son du truc ou pas ? Dwip. Je m'en occupe. Vous êtes trop technique, I'm on les gars. it. Tac. Tac. Vous nous dites dans le chat si vous entendez bien la Vous me séquence. dites si vous êtes toujours là. C'est parti. Let the broken understand.
I'm not a kid. Why not? Very romantic. Oh, Mr. Romance, great. Hey, Mom! What? Forgot what we gotta do this morning. Jesus, who's that? My son. Did I? School, the clinic, the blood runners. Today, Mom. Oh, shit. Hey, wait a second, what's going on? You know, I gotta do a million things with my Ok. Voilà, donc c'est le début de Masque de Est-ce Peter que vous avez Bogdanovich. bien tout regardé? Est-ce que vous re-entendez? Est-ce que vous voulez voir la suite? Tout marche bien. Ah, j'ai perdu Oui, j'ai ma coupé, moumoute. j'ai coupé un peu brusquement à la fin, mais bon. Alors, par contre, elle t'a coupé. Ouais. Magnifique. Bah écoutez, je vous laisse, et puis ensuite, éventuellement, je compléterai, mais je pense que voilà, vous allez vous régaler. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite séquence d'ouverture où on découvre Rocky Dennis, personnage principal du film? Ben, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est le côté révélation du visage du jeune garçon, quoi, où on est en même temps dans un jeu de volontaire dissimulation au départ, on le voit de dos, on s'approche, etc. Mais en même temps, sans tomber dans une forme d'excitation de la révélation, comme on peut le voir beaucoup en ce moment quand il y a un personnage qui arrive en plus dans un film, une sorte de caméo et tout, où on a des plans des pieds, des trucs, on entend sa voix, on découvre machin. Là, on est presque dans une forme de quotidienneté absolue de sa vie. Oui, et d'ailleurs, dans ce plan-là, on voit bien qu'il y a le miroir et on sent quand même qu'il nous met sur la piste, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a déjà des bribes. Et donc, avec sa petite caméra, Bogdanovich, il va juste... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Il est témoin du quotidien de ce jeune garçon. On comprend que sa vie semble tout à fait banale, en fait. Il met sa chemise, il collectionne des cartes de baseball. Il écoute de la super musique. Ouais. Même s'il a... On le discerne un petit peu des traits surprenants et hors du commun. Mais on l'a un peu vu là quand même, en vrai. Nous, Oui, on oui, est c'est déjà pour ça. prévenus. Ouais, c'est nous, pour ça, est on déjà prévenus. voit un peu des traits avant de le voir vraiment face cam Enfin, directement. la surprise qui va venir, c'est plus pour le personnage que pour nous, parce que nous, on le voit, quoi. Donc, Mm. Ouais, bah c'est surtout ça, en fait, c'est pour ça que j'ai laissé le début du dialogue à la fin, parce que, effectivement, quand on est face à un personnage qui a un aspect physique aussi différent, naturellement, il y a cette espèce de mouvement de recul qu'a le copain, enfin, Ouais. voilà, là, le one night stand de sa mère, qui, voilà, a cette espèce de mouvement d'étonnement, et Bogdanovich, en tant que cinéaste, il sait qu'il peut pas maintenir hors champ son personnage pendant tout le film. Il n'a pas envie de le faire d'ailleurs, mais il veut nous éviter à tout prix cette espèce de mouvement qui serait un petit peu malvenu, et donc il va passer, comme vous l'avez dit, par cette espèce de dévoilement progressif à travers les vitres, peut dire dans un un miroir, dans la effeuillement. pénombre. Un effeuillement, c'est poétique. un effeuillage. Non, je sais plus, mais c'est un. C'est quand les gens se mettent de la se théorie mettent tout nus aussi. Effeuillage. philo-féministe. Ok. Il se met pas tout nu là. Mais effectivement, donc il y a une forme de grande, je trouve, délicatesse qui passe là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée que, comment être honnête avec ce personnage, c'est de pas le réduire en fait à son aspect physique. Et donc finalement, en même temps que progressivement il nous dévoile son visage, il nous dévoile qui est ce personnage, avec un peu ce décor de la chambre comme miroir un petit peu de c'est qui finalement Rocky Dennis. Comme vous l'avez dit, il adore le baseball, il adore l'Europe, il adore Bruce Springsteen, voilà, qui est la musique qu'on entend et qui devient intradiégétique. Et il y a cette idée même de la carte, c'est-à-dire Il a des aspirations. Exactement, on connaît ses passions et on sait ce qu'il a envie de faire, explorer l'Europe, et ensuite il entoure sur la carte. Donc je trouve que cette scène-là est un peu un modèle, on pourrait dire, de pudeur, mais sans refuser de regarder, mais voilà, comment acclimater doucement notre regard et trouver un ne peu pas comme, réduire son personnage à son visage. Exactement. Et voilà, comment trouver la distance juste pour filmer Rocky Dennis dans le film. Et je trouve que c'est, on pourrait dire, la problématique qui occupe Bogdanovich pendant tout Masque. Alors j'aurais bien aimé vous montrer, mais ça aurait fait vraiment un extrait trop long. Mais donc ensuite, il y a une troupe de bikers qui arrive sur la pelouse de la famille. Et pareil, on pourrait se dire, oula, des gros bikers un peu vénères, ils vont être sûrement en conflit avec ce jeune, qui a cette différence-là. Et en fait, pas du tout, puisqu'on se rend compte que c'est les amis de la famille, et tout le film presque va comme ça se dire. On évacue en fait tous les clichés, les éléments les éléments dramatiques qui vont organiser comme ça le scénario, et en fait non, c'est plutôt une sorte de film un peu tranche de vie. Il y a quasiment pas, on pourrait dire, d'éléments perturbateurs avant vraiment plus tard dans le film, et voilà, l'idée c'est est-ce qu'on peut vivre un peu avec ce personnage, arriver comme ça
rentrer un peu dans sa vie. Et je trouve que le film est admirable là-dessus. C'est vrai, je recommande chaudement aussi. Très très beau. Voilà. C'est vraiment un de mes films préférés. Toi, tu recommandes Zoé? Oui, je suis moi. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Sur On ces belles pourrait paroles. on pourrait dire comme ça. Memory Took. Mais t'as oublié. Ah ouais. Jouer. Ouais, on parlait de quoi avant? Je crois que j'allais vous lancer sur les films de la semaine prochaine. Est-ce qu'on regarderait pas sur Amazon, pas du tout, sur Allociné, qu'est-ce qui sort? C'est sponsor là, Ouais, ça y est. Sinoche, ma chemise, vient de chez Amazon. Pas du tout. Regardez tous les films dont on a parlé sur Amazon Prime. Ah, l'angoisse. Non, je pense Parce que la semaine prochaine, on a un invité spécial. Et oui, qui était dans le chat tout à l'heure, c'est tout simplement Samir de Microciné qui nous Tout à fait fait. le plaisir de venir discuter avec nous. Et alors, on a à peu près, on a même choisi en fait les films, mais à la limite, si vous avez d'autres suggestions et tout, tout est possible. Mais on pensait parler de C'est pas moi, qui est le moyen métrage de Léos Carax. Quand est-ce qu'on est? On est Là, on est le 12. c'est le et 19 ce sera le juin. 19. Voilà. Donc, on pensait. Non, on n'est pas le 12, on est le 15. Oui, mais Oui, pardon. C'était quel Oui, était le d'accord. dernier jour de Sortie sortie, de- ouais, pardon. Donc effectivement, il y a le film de Carax, C'est pas moi, qui est sorti déjà. Donc ce mercredi. Ouais. Comme ça, vous avez un peu plus de temps pour le voir, le voir. éventuellement pour dimanche prochain. Ce sera un plaisir. Et partagez. Et on voulait parler aussi de The Bike Riders, Tout qui est à le fait. nouveau film de Jeff Nichols qui revient. on n'a pas vu depuis longtemps en plus On Jeff l'a- Nichols je au crois que cinéma. c'était- belle. Il me semble que c'était 2016 Ouais. ou quelque chose comme ça. Loving, son précédent film, ce Ah oui, donc réalisateur ça date, américain. oui, parce qu'il avait enchaîné beaucoup de films début des années 2010. Ouais, Et ouais, ensuite, tout là, à une fait. sorte de traversée du désert. Qui doit être son 6e quand film, il je sort crois. en moto, en fait. Et voilà. J'ai capté la métaphore. Bien Il sûr. a traversé le désert, Bien effectivement, en moto. Et donc avec Austin Très Butler, américain, Jodie Comer, Tom Hardy. Ouais. Toi, tu l'as déjà vu 2 fois en plus, Je le film, l'ai- Clément, tu t'es régalé, on peut dire. Je me régale. Double ration de c'est frites succulent, pour ça. Pour info, le film de Nichols n'est pas à Rouen. Aïe aïe aïe. Ah là. Mais est-ce que du coup tu vas pouvoir quand même le voir pour en discuter avec nous? Ah oui, parce que de toute façon tu seras à Paris avant. Bref, ça pour dire, on va s'en sortir. C'est- Et ben, c'est- un c'est- commentaire je me serais de attendu à bande-annonce. en tout cas, moi je peux un déjà film, vous dire que ça serait beau. j'aime beaucoup le film, donc je vous encourage. Formidable, formidable. Je vous encourage vraiment à le voir. Ouais. Voilà. C'est un film que j'ai vraiment bien aimé cette année. Et donc tu nous dis aussi potentiellement revoir notre John Ford, relire notre John Ford pour. Bah, il faut pour voir le toujours, film. de toute façon, Toujours revoir John Ford. C'est ça. Jean-Baptiste Auré aussi, son truc sur l'Amérique, des foyers, etc. bien sûr, relisez. Comme après, je suppose que tous les dimanches vous faites le stream Prism et ensuite Un petit Ford. vous rematez un petit Ford C'est ça. pour bien vous coucher. Non, Pour être effectivement, en il y a- Ford. Oh, Un petit jeu de pour mots être un en peu Ford. nul. Pour être en Ford, ah, c'est joli ça. Et voilà, et donc effectivement, il y a cet esprit du cinéma classique comme ça qui Formidable. apparaît dans The Bike Riders. Donc voilà, beau petit programme, et puis peut-être on verra d'autres trucs dont on Ouais, parlera en intro. Peut-être, je on ne sais verra pas. bien. Je sais pas, je pense que je vais pas me tenter sur le Assayas. Je pense que Ouais. c'est pas quelque chose. J'adore la voix de Vincent McCain dans la bande-annonce, je sais pas, elle me fascine. La voix bien. de Vincent McKay. La manière dont il s'est mis à jouer son personnage. Hors du temps en podcast. dans tout- Alors si, mais alors survivre par contre, est-ce que vous avez vu les bandes annonces de Pas du trucs très bizarres, espèce de film catastrophe, je crois français ou franco-belge ou un truc Ok. comme ça. En gros, c'est une famille qui part sur un bateau. Oui, si, et j'ai vu la bande-annonce. cataclysme, l'océan disparaît, il se retrouve en plein milieu du désert. Et après, le sang, il va réapparaître. Et après, comme dans l'affiche, il y a une grosse vague dans le désert. Ça a l'air hyper bizarre. Je En sais vrai, pas si ça peut être bien. Un mais peu envie de voir. Tu sais, franchement, Curieux je objet. ne sais pas si ça peut être cool ou pas. La bande-annonce, je sais pas Laisse sur ça quel pied danser. désirer. Et Maria aussi, je suis plutôt curieux de le voir. Ah oui, Anna Maria Bartolomei. Qu'est-ce que c'est? C'est le biopic sur Maria Schneider. Mais il n'y a pas besoin de biopic, Avec- il suffit de voir le documentaire de Delphine Seyrig. Ah, eh bien. Dis Oui, donc. mais est-ce que Matt Dillon joue dans le documentaire de Bah Delphine non, parce Seyrig que c'est un Là, documentaire. c'est Matt Dillon qui joue Marlon Brando. Ah, mais Parce je- qu'il reconstitue donc le tournage du Dernier Tango à Paris. C'est Hit the Road Jack version. Non, j'essaie d'entamer The une blague. House of Jack Dillon, Voilà, c'est c'est ça. ça. Ah oui, ok, ok. Et pour la mini-anecdote, sachez que Maria est le premier film à recevoir une sorte de super label éco-responsable à Cannes, dans la mesure où sa chef décoratrice a intégralement travaillé autour de l'upcycling et du recyclage de précédents décors, de façon à éviter le plus Ah oui, ok. possible la perte, la destruction de matériaux. Malheureusement, elle a dû réutiliser une partie de Bike Riders, donc les personnages se déplacent uniquement en Harley Davidson. Ça, c'est bon, c'est une petite Bizarre. licence poétique, Ouais. et tout le film est construit en carton. Mais je dis n'importe quoi. Mais Ah oui, comme c'est le cool, nouveau ça. Coppola finalement.
À quel Il y a niveau? une scène où il y a des bidons, des cartons qui font en fait un socle pour la projection de la matière dessus. J'ai oublié. Ah bon, il y a ça? J'ai Oui. oublié. à Vous 100%. spoilez Megalopolis, je ne veux rien entendre. C'est le twist final en fait. Tout Moi est en j'ai carton bien pilé. aimé. Je suis sûr que je vais adorer. Curieux. Bon ben, merci à tous d'avoir été là ce soir. Et ouais, ils ont été bons en quiz en plus. Ouais. Ils ont trouvé souvent Contrairement avant à moi vous. qui ai vu 0 film, hein, tout simplement. Après, c'est bien parce que du coup, tu ouvres la porte Voilà, au chat c'est pour ça, participer. c'est C'est que vrai, je- c'est vrai, je- c'est un plaisir, c'est une- c'est un partage. c'est- Merci Zoé c'est d'avoir beau été de ta là part. ce Bah, un soir. plaisir, Merci un beaucoup. plaisir. Merci Clément d'avoir été là C'est comme, là aussi. comme Moi, tous je les suis tout le dimanches. temps là. On est même chez toi, donc merci C'est vrai. d'être chez toi. Merci d'être là, chez moi. Ok. Et Zoé, on peut te retrouver donc dans Dans Tsunami. dans la revue de Tsunami et même sur la chaîne de Eh oui. Microciné où tu allais parler C'est le des rapports entre multiverse. critique de cinéma et politique. Tout à fait. Ah, c'est le rapport entre critique et politique ou parler de façon politique de films. Un peu des deux. on va D'accord. dire. Ok. Un boulevard. Un peu. Merci beaucoup. Boulevard de C'était la mort. cool. Vivement le Carax. Bah, on va aller Trop voir bien. ça. Bah ouais. Hey, d'ailleurs, Annette, Carax. Ah bah il y a oui. Un truc Oui, un oui. C'est peu. Est-ce que c'est pour ça Ça on va sait pas. danser, ça va danser avec des petites marionnettes là. Est-ce que peut-être Bah tu oui, es- d'ailleurs, tu es juste peut-être moi, je serais une pas là, mais marionnette en fait depuis le début. à quel point le festival de Cannes est devenu hyper méta de sa propre sélection avec C'est pas moi. C'est-à-dire. Est-ce que vous avez vu la fin J'ai du pas vu le film. On n'a pas vu le Vous film. n'avez pas vu le film, mais alors je viens vous écouter dimanche et vous en parlerai. Ah, c'est exactement pour ça, c'est beau. Super. Bah, en plus, moi j'aime beaucoup Annette. C'est faux. C'est tiers. Alors. non, je rigole. Mais on parlera de Carax, effectivement. Mais c'est pas non Ouais, plus un moi j'ai cinéaste quasiment que- tout vu, je crois. Il me manque Ah ouais qu'un seul. Ouais. Ah oui, bah parfait, tu seras notre caution Tu te Carax. fais du mauvais son. C'est ça. Et Bien, bisous tout le monde. ouais. Merci d'avoir été là. Je te sauve Ciao, Clément. ciao. Je te sauve. Bisous. À la semaine prochaine. La bise.